quand j'étais en Inde, j'ai souvent entendu des gens dire va voir tel maître parce qu'à côté de lui, on ressent ça, on vit telle expérience, etc. Et par exemple, là dès qu'on a commencé, c'est très amusant à voir, vous avez tous changé d'état intérieur. Vous êtes tous mis dans une position, dans une réceptivité, une ouverture. Mais déjà, la plupart des gens ne font pas ça au quotidien. Donc déjà, c'est normal qu'il n'arrive pas autant de trucs. Et donc, comme tout est la présence, tout est la conscience, c'est déjà un satsang en soi si vous êtes dans la présence, simplement comme ça. C'est déjà quelque chose qu'on peut réaliser au quotidien. Et justement, en satsang comme ça, une fois avec un sage très connu en Inde, et reconnu, quelqu'un a posé la question: quel est le but de la vie? Et question, on s'attend à ce que ça soit long, la réponse et tout. Et la question, ça a été en 2 phrases, ça a été plié en 2 phrases. Réaliser le soi, notre nature, et partager. Terminé. Voilà. Merci, au revoir. C'est ça. Et quelques temps après, en revenant d'Inde, je rencontre ma petite cousine que j'avais pas vue depuis quelques années. Elle avait 5-6 ans. Je lui dis pas quel est le but de la vie quand même. Je lui dis qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Plutôt que de lui dire comment ça va à l'école. Surtout que je détestais quand j'étais petit. Surtout que tu peux pas répondre franchement c'est nul. Ça mettrait une ambiance un peu spéciale devant tout le monde, quoi. Donc du coup je pose qu'est-ce que t'aimes dans la vie, et elle me dit, mais vraiment sans réfléchir, elle me dit j'aime manger des bonbons et être rigolote. Et en fait c'est la même chose, c'est la même chose, parce que tout le monde recherche le bonheur. Donc le bonheur pour elle c'est manger des bonbons. Il n'y a pas longtemps au restaurant j'ai entendu une petite fille dire le bonheur il a goût de fraise. Et être rigolote, c'est partager en fait. Donc elle l'avait déjà compris. C'est la façon de s'y prendre en fait qui va être plus ou moins à droite. C'est ce qu'on dit dans les écritures. Krishna par exemple dans la Bhagavad Gita, il dit le yogi apprend à être habile dans les œuvres. C'est l'habileté, savoir comment agir pour être tout le temps heureux, quoi, en paix, dans la joie, enfin, ce qu'on est naturellement. Et donc, le conditionnement collectif fait qu'automatiquement, on est habitué depuis petit à penser que déjà, de fait, le bonheur, la joie, le plaisir se trouvent à l'extérieur. Donc automatiquement, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas, il se dit, bon, bah, est-ce que je peux trouver le bonheur? Puis boum. S'il a de la joie dans les bonbons, bah, il prend des bonbons, quoi. Ça pourrait être autre chose. Mais ce qui se passe, en fait, exactement, en détail, c'est pas ça. C'est très simple, en fait. C'est qu'il y a du fait de l'identification mentale qui classifie, qui sépare et qui donne un sentiment de séparation. Il y a une tension qui se crée lorsqu'on croit à la séparation. Donc il y a une tension sous-jacente et qui s'accumule en plus. Parce que souvent on dit faut lâcher prise, etc. C'est un peu tendance, c'est un peu la mode. Mais même si en fait il y a plus court que lâcher prise, il y a ne pas prendre directement. Parce que dès que vous prenez quelque chose, même un tout petit truc, dès qu'il y a la moindre petite saisie, si elle n'est pas lâchée tout de suite, ben ça s'accumule les petites saisies au fur et à mesure de la journée. En fait.
Donc et si vous laissez s'accumuler, ça s'accumule même au fur et à mesure des journées, des semaines, des mois. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de constant. Ce réflexe de saisie doit être vu tout de suite et lâché tout de suite. La moindre insatisfaction doit être reconnue, accueillie et pas saisie, juste se laisser traverser. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tension qui est générée de plus en plus intense. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bonbon. Et là, on a la sensation que la tension baisse, en fait. C'est la résolution du désir, en fait, qui crée l'illusion que la paix arrive de ce qu'on a saisi, de ce qu'on a pris. Mais en réalité, c'est pas comme ça. En réalité, c'est que la tension, pendant un temps, elle est résolue, et donc la béatitude que vous êtes émerge pendant un temps, parce qu'il n'y a plus le phénomène de tension pendant un temps, et donc là, vous sentez votre état naturel pendant un temps. Mais sauf qu'après, comme il y a le réflexe du mental qui se remet en route, on se remet à ressaisir, à se tendre, et donc ça dure pas. Donc c'est très simple, en fait. En vérité, si on arrête de croire que ça va être dans l'extériorité, à travers qu'on a besoin forcément de grappiller quelque chose avec les 5 sens pour être heureux, si on arrête de croire ça, et qu'on essaye de rester tranquille, comme disent les sages en Inde, c'est un peu la base. Ben là, on va se rendre compte que c'est déjà là. C'est totalement là. Quand on ressent une souffrance, par exemple, d'une situation, est-ce que ça veut dire déjà qu'on a saisi? Ou est-ce que de toute façon, cette souffrance, elle passe, quoi? Il faut la voir, et puis là... Il faut la voir, quoi. Ouais. Après, c'est vaste, parce qu'il y a plusieurs cas de souffrance possibles, mais de toute façon, c'est évident que oui, il y a une saisie, et tu remarqueras dans le mécanisme que la souffrance est réactualisée tout le temps, par le mental. Si tu regardes vraiment comment ça se déroule, il y a sans arrêt ce que j'appellerais des flashs du mental qui reviennent pour réactualiser ça. Dans certains cas de souffrance extrême, ça passe dans l'inconscient après. Donc tu le portes sans même sans avoir de flash, mais tu te sens juste pas bien au quotidien. Ça, c'est quand ça a duré vraiment longtemps et que tu n'as pas été voir. Mais en général, c'est tout le temps quelque chose qui se réactualise sans cesse, quoi. Et qui est nourri, en fait. On le nourrit. Puisque, une fois, j'avais quelqu'un comme ça qui m'envoie un message et qui me dit « Oui, mais j'ai telle souffrance » et elle me raconte son histoire, nanana. Et je lui dis « Ok, et maintenant, reste maintenant, totalement maintenant. » C'est-à-dire qu'on fait une méditation basée sur le maintenant absolu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une seconde avant ni une seconde après, et que maintenant. Et au bout d'un moment, je lui dis « Est-ce que tu souffres maintenant ?» Non. Ben non, il ne peut pas y avoir de souffrance. Maintenant guérit absolument tout, puisque maintenant on n'a aucun regret par rapport au passé, et maintenant on n'a aucune peur par rapport au futur, il n'y a pas de projection. Est-ce que tu veux aller plus dans le détail ou est-ce que c'est... Oui, je pense, je comprends maintenant, parce que j'ai ressenti l'éveil, j'ai vu parfaitement... la mort de l'ego, j'ai vu que j'avais la main sur rien. Oui. Sauf je retrouve un retour. Oui. Et en fait, j'ai des situations de souffrance, oui. Ah d'accord. C'est la fameuse lessive. Est-ce que tu as fait ce que tu appelles l'éveil? Est-ce que ça t'est venu spontanément ou il y avait eu une pratique avant de quelque chose?
Ben, disons, je dirais, je pense que comme la plupart des gens ici, j'étais curieuse, je voulais voir. J'ai fait du ménage, on va dire, dans mes émotions. Je suis allée visiter, je suis devenue sensible aux énergies. J'ai commencé à ressentir plein de trucs et machin. Et en fait, l'éveil est venu spontanément. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai senti... Tiens, j'ai perdu le jugement. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai perdu le jugement. Ouais. Et en fait, le lendemain, j'ai eu... donc, dès que j'ai ressenti, j'ai eu l'impression d'exploser, de plus être à l'intérieur de moi, de me regarder, de me voir de l'extérieur, de mourir. Ouais. Et en fait, d'avoir la main sur rien. Ouais. Donc ça a duré, on va dire, plusieurs jours, avec une expansion de cœur, avec l'impression de regarder ce qui se passe. Oui. Et puis en fait, ensuite, j'ai eu l'impression de recontracter, faire ça. Ouais, ok. Ce que tu décris, c'est pas vraiment la réalisation du soi, mais c'est une expérience, comment dire, d'expansion, de conscience. Ouais, de conscience, ouais. Mais c'est pas la réalisation parce qu'il y a encore des fluctuations. Il y a expansion, contraction, puis les mots parlent puisque tu as dit j'ai ressenti l'éveil et l'éveil n'est pas un ressenti. Donc c'est pas à ce niveau-là, mais par contre, oui, c'est une expérience, c'est authentique, hein, je dis pas que c'est... ça arrive en général, c'est ce genre d'expérience qui te pousse à aller jusqu'au bout, tu vois. Donc du coup, ce que ça a créé chez toi, certainement, c'est un désir de vouloir retrouver l'expérience. En fait, j'ai l'impression d'avoir une double vision, c'est-à-dire de voir le jeu, et en même temps, de ressentir profondément des choses qui se passent en moi. Et j'ai l'impression d'être confrontée à des situations très dures, et comme si on tirait l'élastique, et puis ça lâche. Et d'avoir cette double vision, quoi. Mais il y a des moments très souffrants, on va dire. Oui. Et c'est là que je dis, bon, alors, voilà, j'ai cette vision, voilà, il se passe ça, et en même temps, je ressens ça, quoi. Donc, en fait, je regarde, je me dis, voilà, là, ça me fait mal, quoi. Donc, c'est là que je sais pas trop comment, est-ce que c'est la saisie, est-ce que... Je lâche, mais ça n'empêche qu'il y a des moments qui sont quand même très souffrants. Oui. C'est parce que pour l'instant, tu te crois encore être un personnage. Mais si je te demande qui est moi, qui est le moi dont tu parles, il y a encore un... À un moment donné, j'ai eu un rejet entier, total. Je ne crois plus, je suis rien, il n'y a rien, je ne crois plus à rien. Enfin, j'ai vraiment eu un rejet complet, quoi. Ouais. Rejet de quoi? De moi, de la vie. Mais qui est moi? De ce que je pensais être moi. D'accord. Ouais. Voilà. Okay. En me disant, il n'y a pas de sens, il n'y a plus de sens. Ouais. Est-ce que c'est la conscience absolue qui rejetterait le petit moi, la vie et le monde? Non, je pense que c'est le sentiment d'avoir cru. Ouais. T'es passé par un chemin assez souffrant dans ton histoire personnelle. Ouais. Très souvent, en fait, ça peut être déclencheur d'éveil, en fait, de souffrir beaucoup comme ça. Ce phénomène de rejet peut amener des fois à ce que tout lâche, à ce que tout brise. Mais en fait, c'était après. En fait, j'ai eu des moments avant, et après cette expansion, j'ai vraiment eu ça après, quoi. Je ne crois plus en rien, il n'y a plus rien, ça n'existe pas, tout ça c'est... Enfin, le truc là, ça n'existe pas, de toute façon, ça se fait, mais c'est pas moi. Enfin, il y a eu... j'ai été déçue, je crois. T'as été déçue par... Ou trahie.
Trahi, parce que j'ai cru. J'ai cru. Oui, mais t'as cru à quoi? Eh ben, que j'avais fait des efforts, que T'as cru à... Mais souvent, c'est ça, c'est qu'on croit en une idée de l'éveil qui n'est pas ce que c'est. Non, je croyais pas à l'éveil puisque je savais pas ce que c'était. D'accord. C'est en fait toute cette histoire qui me revient et je me dis, j'ai tellement cru prendre sur moi, fait des efforts, et en fait je me dis, ça n'existe pas, quoi. Donc en fait c'est une souffrance gratuite. C'est ça qui m'a fait mal. Je me suis dit, bon, ben, comme j'ai les deux visions, je vois bien qu'il y a un sens. Mais en fait, j'ai toujours j'ai encore une dualité quelque part. Oui, oui. Et la partie duel se dit, j'ai été trahi. Ouais. J'ai été trahi de croire. J'ai été trahi d'avoir cru faire des efforts. Et la partie ouverte me dit, t'as rien à faire. C'est pas toi, c'est pas... Mais il y a encore cette partie souffrante, quoi. Oui. Qui de temps en temps lâche, et puis alors voilà, ça va bien, tout va bien. Et puis des moments, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de resserrement, et là c'est souffrant. Oui. C'est ça que j'appelle. Donc j'ai l'impression que ça fait un petit peu yo-yo. C'est ça. Où il y a des moments où il n'y a rien qui me touche, parce que tout est beau, tout est carton-pâte, ça n'existe pas. Oui. Et je le vois. Et en même temps, voilà, comme si je revenais dans des situations, voilà, ça peut-être. Ouais. J'ai contacté quelqu'un qui m'a dit, c'est peut-être parce que tu n'avais pas vu ça. Mais c'est... ça... Il y a des moments où j'ai eu envie de mourir, quoi. Mais dire, je veux plus. Oui, les allers-retours dans l'éveil, c'est assez courant, c'est assez classique. Ouais. À un moment donné, ça se stabilise. En fait... il subsiste encore la croyance qu'il y a quelque chose, comment dire, il faut bien comprendre que la vie humaine, en fait, son but ultime, c'est la réalisation. Il n'y a pas d'autre but. Donc quelque part, t'es sur le... t'es sur le chemin normal, c'est comme ça, c'est ce qui doit se faire. Voilà, ce qui se passe, c'est que je ne cherche plus. Ouais. Mais je vis des situations, voilà. Ouais. Et je ressens. C'est ça que je vois. Ouais. Donc je cherche plus parce que ça j'ai bien... Enfin je crois que là c'est bon que j'ai bien eu ma race, comme on dit. Oui, il n'y a rien à faire. Ouais. Voilà, donc là j'ai... Mais j'ai quand même... Je sens ces flux qui sont douloureux. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Je veux pas m'accrocher dessus, je les regarde, ok. N'empêche que, voilà, il y a des moments où c'est hard, et puis il y a des moments où, de toute façon, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien, il y a... Faut regarder ce qui est fixe dans l'expérience, au-delà de contraction, expansion, ce qui bouge au niveau énergétique, il y aura toujours des mouvements énergétiques. Tout comme il y a toujours des nuages dans le ciel, par exemple, ça fait partie... Après, soit tu regardes le ciel et tu dis aujourd'hui il fait moche, 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 et aujourd'hui il fait beau, tu vois, ou soit tu regardes le ciel et tu laisses le ciel être comme il est, tu vois. C'est la nature du ciel, c'est la nature du relatif d'être relatif, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais la question, est-ce que c'est parce qu'il y a encore une saisie, ou est-ce que c'est des choses qui doivent se faire de toute façon? Oui. Les deux? Les deux. Oui. Les deux. Ouais. Ouais. Et la saisie, elle peut même être en partie inconsciente, c'est-à-dire se faire comme ça automatiquement, par habitude. Mais c'est important d'accepter aussi ce processus-là. Je le vois, quoi. Je le vois. Exactement. Enfin, j'allais dire, j'ai l'impression d'avoir une lucidité. C'est pas une impression. Que ça. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a encore, c'est résiduel encore. Il y a encore ça. Donc c'est normal que ça surgisse et qu'il y ait encore des saisies. Oui, bien sûr. Mais ça peut faire partie du chemin. Hein. Oui. Et il y a plein de gens qui passent aussi par ce que tu es en train de décrire là. Et en fait,
j'ai perdu toute cette illusion de dire je veux faire ci sur moi, je veux faire... Non, Oui, je vois. Ouais. Je vois. tout à fait. Oui, il n'y a rien à faire. Et dans la vie courante, bon, n'empêche, on est quand même challengé. Il y a des situations, il y a des interactions qui sont agréables, pas agréables. Voilà, c'est là, quoi. C'est agréable, pas agréable, c'est du mental. Si tu regardes bien comment ça... Il n'y a pas... Pour le fait d'être, il y a pas... Si tu veux, le fait d'être, c'est un je suis pur. Il y a pas derrière je suis... je suis... tu vois. Je suis bien, je suis mal. Même ça, ça n'existe pas pour la conscience absolue. La conscience voit et est accueil inconditionnel. La preuve, c'est que quand tu perçois une image, par exemple, je prends souvent l'exemple de l'image, l'image, elle est tout de suite accueillie. Elle est tout de suite, boum, ça apparaît de fait, tu vois, t'as rien à faire, la vision, ça apparaît. Par contre, il y a, chez la plupart des gens, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit temps après, mais c'est une nanoseconde après, hein, ça arrive très rapidement, il y a catégorisation de ce qui est perçu. Et c'est ça qui mène à la souffrance, tu vois, si tu suis ça. Donc, au sein de cet organisme, on va dire ton corps c'est comme le ciel, tu vois, il y a une météo qui se déroule, voilà. Et déjà, enlève le mont, ça va faire du bien, tu vois. Enlève mon corps, enlève mes énergies ou mes trucs. Mon expérience. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent ouais, les énergies en ce moment, c'est gratiné, comment on fait et tout. Je sais pas, pour moi, l'énergie, c'est de l'énergie, tu vois. L'énergie, elle arrive pas pour dire ouais. C'est neutre en fait, c'est juste ça se contracte. Bon, bah, des fois. Donc, comme ça se contracte, c'est perçu comme un peu, on se sent un peu plus limité, rétracté, mais au final, ça apparaît ça au sein de quelque chose qui n'est pas limité et contracté. Je dis quelque chose entre guillemets bien sûr, mais il y a un moment donné aussi où il y a la nécessité de la foi, justement on en parlait hier, une foi totale que c'est parfait, c'est-à-dire que le processus est parfait. C'est la conscience qui fait tout ça ne se plante pas. Quand tu vois la nature comment c'est vraiment parfait, ça fait des cycles parfaits où il n'y a aucun hasard pour rien. Même le fonctionnement du corps, on ne comprend pas tellement c'est tellement parfait. Et donc c'est pareil aussi au niveau on va dire spirituel, pour qu'on se comprenne. Il y a une perfection du dévoilement. Ça se fait parfaitement. Et c'est dans cette confiance qu'il peut y avoir un accueil et un abandon total. Une histoire très, très célèbre en Inde, c'est l'histoire d'un roi qui avait un serviteur, et le roi et le serviteur étaient très très amis. En fait, c'était pas un serviteur, c'était même un conseiller. C'était un conseiller qui était un sage. Comme c'était dans le temps en Inde, il y avait toujours un roi qui avait un sage pour conseiller. Je dis serviteur parce que c'est marrant, mais pour moi les sages sont des serviteurs maintenant. Avant je les prenais comme des maîtres, mais maintenant c'est... Et donc à un moment donné, le roi voulait discuter un peu du royaume avec le conseiller, qui était un sage, et donc il se balade dans la forêt autour du royaume. Et ce sage, souvent, il répétait « tout est parfait ». Mais c'est devenu presque automatique. Du coup, en se baladant dans la forêt, à un moment donné, le roi met son pied sur un bout de bois et il avait des sandales. Et à travers les sandales, il se coupe le pied. Et là, automatiquement, son ami, le sage, il dit « Ah, mais tout est parfait !» Du coup, le roi, sur le coup, ça l'énerve, il lui dit « Bon, bah, puisque tout est parfait, rentre au cachot, je veux plus te voir, rentre dans ta chambre. » Et donc, après, le roi, super en colère, il continue sa balade dans la forêt, et il tombe sur une tribu de gens qui étaient encore qui faisaient des sacrifices humains. À l'époque, ça existait, il y avait encore des sacrifices humains. Donc le roi se fait attraper. Ces gens-là, ils fréquentaient pas
la noblesse et tout, donc ils avaient aucune idée de la tête que pouvait avoir le roi, donc en plus il était bien habillé et tout, ça va faire un super sacrifice. Donc ils le prennent et tout, et là ils commencent à mettre les bûches sous la casserole pour faire rôtir le roi. Et il y a le chef du village qui arrive pour inspecter, pour voir si le sacrifice il est correct. Et donc il regarde le roi partout, et à un moment donné il tombe sur la coupure au pied. Et là le chef du village il dit ah maintenant ça va pas du tout, on peut pas offrir à un homme qui a une coupure, il est pas bon, ça va pas. Et Dieu va nous en vouloir d'offrir ça, quoi. Donc du coup il libère le roi. Après, en chemin, sur le retour, le roi il se dit « Ah mais vraiment, mon conseiller, il avait raison, tout est vraiment parfait. » Il retourne voir le conseiller, et il raconte l'histoire au conseiller, et le conseiller, il lui dit « Oui, mais rendez-vous compte que si vous ne m'aviez pas congédié, c'est moi qui serais passé à la casserole. » Le petit est vraiment parfait. Et sur le coup, souvent on s'en rend pas compte, parce qu'on reste à la vision matérielle des choses, on se rend pas compte. Mais tout est parfait pour le dévoilement. Il y a quand même des gens qui passent à la casserole. Ouais, mais c'est parfait quand même. Voilà. En fait, parce qu'on a une partie du... Ouais, on a une vision encore limitée à l'apparence, au matériel. Il y a autre chose derrière toutes les histoires des corps sur ce monde, des humains sur ce monde, il y a autre chose en arrière-plan de ça. Et cette vie, comme je dis souvent, c'est la vie matérielle qu'on voit, l'aspect visible, n'est que vraiment le reflet, et c'est vraiment c'est flagrant, de l'aspect invisible qui est vécu en tant que système de croyance, et schéma de pensée, et conditionnement, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre dans la vie, c'est systématiquement comment vous croyez que ça va arriver. Souvent, les sages en Inde disent ça, c'est comme vous croyez, vous devenez. Mais c'est pas négatif, hein, c'est juste... Et en fait, ce qui est génial, c'est que la vie va faire en sorte de vous montrer toujours que quand il y a une petite... même un tout petit truc qui fait qu'il y a un sentiment de séparation quelque part, même infime, la vie va toujours faire en sorte de mettre le doigt dessus. Et plus on est... En général, plus on aspire à la réalisation intérieurement, même si c'est même si c'est pas mental, même si on lit pas beaucoup sur l'éveil, mais si au niveau du cœur il y a une attirance vers ça, vers cette fusion, vers cette réalisation, vers un absolu, même si on comprend rien intellectuellement, et ben ça va être beaucoup plus intense encore. Il ne va pas y avoir le droit à l'erreur. C'est comme moi j'ai vécu 5 ans à Paris. 3 fois, sans le faire exprès, sans le faire exprès en plus, hein, j'avais pas le bon ticket de métro, ou j'avais pas mon ticket de métro parce que je l'ai oublié, ou nanana. C'est les 3 seules fois où j'ai été contrôlé. En 5 ans, tu vois, ça fait en prenant le métro quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc et quand j'étais petit, par exemple, aussi, en classe, tous mes copains, ils arrivaient à faire plein de bêtises. Et moi, à chaque fois, je disais le moindre truc. Genre, par exemple, je disais chut avec quelqu'un qui était à côté, qui arrêtait pas de parler. C'est moi qui me faisais engueuler tout le temps. J'avais pas le droit de faire un truc à côté, quoi. Je me prenais une taloche direct. La seule fois où je vole des pétards, je me fais attraper. Les autres, ils en avaient plein les poches, rien, quoi. Ouais. Pareil. Au lycée, j'ai séché, j'ai tenté une fois au lycée. Le professeur est venu me chercher dehors. Mais je pense que c'est jamais arrivé à quelqu'un, ça. T'as couru après. Ouais, non, mais il est venu me trouver, il m'a ramené en classe la seule fois où j'ai essayé. Bah ouais. Ouais, pas le droit d'erreur. Et là, par exemple, je me permets de continuer. Oui. Qu'est-ce que vous en voyez de cette situation? Est-ce que c'est un truc que vous deviez vivre? Donc ça, c'est évident, oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ça? Parce que si c'est votre croyance, mais que ça devait être
fait comme ça, qu'est-ce qu'on y peut, quoi? C'est ça, quelle est la question? Quelle est Parce que je veux bien que tout ce qu'on vit, c'est un reflet de notre croyance, mais qu'est-ce qu'on y peut de cette croyance, quoi? Parce qu'on n'a pas la main. Qu'est-ce qu'on y peut? On peut rien, justement. Ouais, en fait, à un moment donné, tu vas... Il y a l'élan qui va te donner aussi une direction par rapport à ça. Par exemple, ça peut se passer de plein de façons, hein, c'est infini, mais quand il y avait des choses, moi, où que j'avais des doutes, ou que j'avais des choses que je croyais, mais que je sentais que c'était pas vraiment juste, très souvent sur mon chemin, avant que je rencontre des sages ou des maîtres, j'étais seul, moi, pendant 6 ans. Et il m'arrivait très souvent, par exemple, j'arrive à la bibliothèque, il y a un bouquin qui tombe devant moi, j'ouvre la page et ça répond à la question. Ou même une fois, encore plus fort, j'étais dans la rue, il y a quelqu'un qui a traversé la rue pour répondre à ma question et repartir. Donc c'est vraiment pour dire qu'on n'est pas seul, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour dire que, tu vois, ça peut se passer de plein de façons. Ouais, ça prend toutes les formes. Tu peux avoir l'élan de voir un thérapeute, par exemple, qui va lui t'indiquer une direction. La réponse peut venir de quelqu'un, de quelque chose que tu vois écrit, d'une intuition profonde, Les fameux signes. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a... Et la résolution se fait d'elle-même, de toute façon. Si je continue dans ce raisonnement, la résolution se fait d'elle-même. Oui. De toute façon, tout le chemin de vie, c'est ça. De la recherche, de la quête jusqu'à la réalisation du soi, l'envie de la quête, ne serait-ce que ça, ne vient pas de quelque chose de personnel. C'est spontané. Ça continue à cheminer, en fait, ça continue tout seul. Comme je disais au dernier Satsang à Paris, à un moment donné, Gérald, il m'a dit, en fait, tu pourrais ne pas méditer. Hein. Ça ferait pareil au bout du compte. Exactement, toujours. Et donc je me suis dit, ok, j'ai plus rien à faire. Alors j'ai essayé de m'arrêter, d'arrêter toute pratique. Et ça a tenu 1 semaine, en fait. Il y avait un élan qui me poussait à méditer. Il y a un élan. Et même, je me souviens, là, tu vois, ça fait longtemps que je ne m'en étais pas souvenu, mais au tout début du chemin spirituel, c'était tellement fort cet élan vers la conscience, que même en plein repas, tu vois, j'étais en train de manger avec ma mère, ma grand-mère, à table et tout, à un moment donné, ça s'arrête et ça médite. Je n'avais pas le choix, en fait. Même avec de la nourriture dans la bouche, hein. J'étais comme ça. toujours en méditation. Ouais. C'est parce que l'élan est très fort et ça peut pas être autrement et ça peut pas dévier non plus. Ça, c'est clair. C'est ce que je ressens aussi. C'est-à-dire, je faisais des méditations et hop, c'est l'heure, où que je sois, crac, ça se fait, quoi. Ouais, bien sûr. Par contre, après cette expansion, j'ai plus senti. Attention au senti, parce qu'on se fait piéger longtemps, même, je crois, jusqu'au bout, en fait. Parce que moi je m'attendais à ce que l'éveil, ça soit un ressenti, que ça soit quelque chose de spécial, une expansion, un truc. Non, l'envie. Comment ? Je parlais juste de l'envie de faire ces... J'ai essayé, mais ça tenait plus, quoi. De quoi ? L'envie de méditer ? Ouais. Oui. Oui, ça disparaît, ça aussi. Ça peut aussi... Ça disparaît. Parce que ça peut être un conditionnement ou encore, voilà. tu vois, ça disparaît. Ce qui est... Donc, il y a une phase où la méditation, c'est important pour réaliser qu'il y a cette conscience-là, dont tu as pris conscience. Il y a un moment donné où, dans la vie, il faut valider le fait que ça soit là tout le temps. Il y a un moment donné, tu vois, même en pleine contraction, par exemple, regarde, est-ce qu'en arrière-plan, c'est pas calme, c'est pas tranquille, c'est pas... Ce qui fait l'expérience de la contraction. Ou même s'il y a une saisie, imaginons qu'il y a encore le mental qui veut saisir, ce qui fait l'expérience de cette envie de saisir ou de cette saisie ne saisit pas. Je sais pas si je suis clair. Ceux qui voient la saisie ne saisissent pas, ça constate, c'est tout. Ça constate, il y a saisie. Ça bouge pas. Et quand tu cesses de l'entretenir, ça s'arrête. Tu vois ? Quand tu cesses de t'identifier à ça s'arrête complètement après. Et effectivement, on peut rien y faire. Mais non. Et c'est parfait.
Justement, il ne faut rien y... On le voit. Il n'y a rien à y faire, Ouais. de toute façon. Il n'y a rien On à le faire. voit. On voit. Mais voir, c'est suffisant, il n'y a, Voilà, rien, il y a rien de plus. Ouais. C'est qu'un voir, quoi. La conscience n'est... Enfin, en tout cas, quand c'est dans cet organisme, ça n'appréhende que... C'est un voir pur. C'est pur. C'est pour ça qu'en Inde, on emploie le terme darshan, qui n'est pas du tout compris en Occident, parce qu'on traduit par vision, donc les gens ils comprennent avec les yeux, mais non, c'est pas du tout ça. Un darshan, ça veut pas dire voir avec les yeux, ça veut dire c'est la conscience qui voit la conscience, c'est un voir absolu. Sans personne qui voit. Il n'y a personne, tu vois, pour... Le fait de voir se fait sans personne qui voit. Eh ouais, et puis de personnage. Le personnage, il a le sentiment d'exister aussi parce qu'il ne perçoit pas forcément ce que les autres perçoivent. Donc, il a les perceptions de son corps, mais pas la perception de l'arbre ou du corps des autres. Ouais, ça c'est une Donc question ça- focale. Ouais. Mais le personnage n'a pas le sentiment d'exister. Ouais, Hein. exactement. Le personnage n'existe pas en soi. Ouais, C'est la conscience qui, en apparence, revêt tout un tas de concepts et en fait un petit bonhomme, si tu veux. ouais. Mais le personnage, non, il n'existe pas en soi. Quoi. Ouais. Il ne peut pas Enfin, il conscientiser a cette le soi. croyance de... Oui. Ouais. Après, c'était quoi la... En fait, je disais que ce que je voulais dire, c'est pour finalement se défaire cette croyance, il y a quelque chose aussi qui n'est pas évident. C'est comme on voit, mais aussi on ressent ce corps. Oui, c'est- Mais ça, pas c'est- par exemple le corps des autres, ou peut-être plus tard Ça c'est dépend. possible, Ça dépend, Oui, si tu as de pour certains, l'empathie c'est ou possible. des Ouais. choses comme ça. Voilà. Mais dans une certaine limite. Et donc ça renforce cette croyance en fait qu'il y a un corps, un personnage. Ok. Ouais. Dans ce sens-là. C'est ça. Et je trouve que c'est difficile de s'imaginer par moments. Il ne faut pas s'imaginer. Justement. C'est tout sauf de l'imagination. Ouais. Ouais. Il ne faut pas passer par là, par l'imagination. Je disais ça parce que finalement, de ce que j'avais un petit peu compris hier, il y avait quand même cette idée de défaire la croyance, donc d'essayer de se... Comment dire, de se rappeler qu'il y a juste d'abord la conscience, Oui, c'est ça, c'est se et rappeler. finalement des objets qui apparaissent. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mm. Ouais. Et que Mais ça, ces objets, par exemple, moi que je perçois, sont liés, par exemple, à mon corps. Je perçois pas ce que toi... Ah, mais Violent. c'est bien pour ça que le monde perceptif, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la perception n'est pas la réalité absolue, et c'est pas là où tu vas pouvoir trouver l'unité. Exactement. Et tant que tu t'identifies aux sensations du corps, à tout ça, tu vas pas pouvoir trouver l'un. Tu vois, l'unité elle est pas là. Ça, c'est les pas objets dans qui sont liés c'est au pas dans la sens. sensation, c'est pas dans... C'est toujours les sens. Là, il y a toujours un filtre. Ouais, Ça passe toujours à travers des sens. ouais d'accord, je comprends. Tu vois? Ouais. Tu peux pas percevoir ça. C'est pas en passant par ça que tu vas pouvoir percevoir qui tu es. Ouais. C'est pas possible. Parce que ça, c'est limité. Ouais. Oui. Comme on dit toujours, tu peux pas passer à travers des... C'est des outils faits pour le relatif. Tous ces sens et tout ça, d'accord? Tu peux donc pas passer par des outils limités et finis pour appréhender quelque chose qui est infini et illimité. Ouais. C'est pas possible, il faut que tu changes de perspective. Ouais. Mais là, c'est l'histoire des sens subtils. Je sais pas, j'ai entendu par un certain nombre de personnes différentes que en regardant par exemple un papillon se poser sur une fleur, la personne elle perçoit la sensation de la patte du papillon sur la fleur. Oui. Ouais. Ou Oui. moins. Mais elle est Ça, pas- ça se fait par la conscience. C'est ça, exactement. Ça Il n'y a se pas fait- d'attache, il n'y a ça pas de se fait saisie. Parce que l'organisme corps ne peut pas appréhender l'organisme arbre, par exemple. Tu vois, là, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Non, c'est pas possible, tu vois, ça colle pas. Ça passe pas par... comment expliquer ça pour, si tu veux, pour comprendre ça, il faudrait passer par exemple la métaphore des vagues et de l'océan. Tu vois, pour qu'une vague comprenne une autre vague, elle doit passer par l'eau. Tu vois. D'accord. Là, ok.
Ouais. Mais si tu passes par la façade, l'apparence, tu peux pas... D'accord. Par contre, Mais tu c'est peux... quand même le regard. C'est ça que la personne, elle regarde, ou elle regardait un pneu, enfin la voiture qui était devant nous, Oui. le pneu qui est sur la route, qui disait « Ah, je peux sentir Oui. la sensation du pneu sur le goudron. » Oui, mais il semblerait que ça passe par le regard physique, Mais, Ouais. non, c'est pas comme mais ça. en arrière-plan, c'est la conscience en fait. Ouais. Tout ça qui appréhende ça, enfin qui sait ça. Le regard subtil. Qui sait ça. La preuve, c'est qu'après, tu peux vivre des choses qui sont incompréhensibles au niveau des sens et du mental. Par exemple, tu peux voir le son. Oui. Tu peux toucher le silence, par exemple. Une fois, on était en méditation avec mes élèves après une méditation sur le chant. Donc, on chantait. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et tout le monde a ressenti, comme on l'a dit, c'était pas la densité, le mot, mais l'épaisseur du silence. Tout le monde dans la pièce l'a ressenti. En même temps, c'était marrant, c'était une expérience. Donc, ouais, tu peux toucher le silence. Donc ça, c'est pour le mental, il comprend pas. Mais si, ça peut, la conscience peut vivre ce genre de choses, quoi. C'est manifeste des... Enfin, moi j'ai vu mes paroles. T'as vu tes parents? Mes paroles. Oui, Ouais. Oui. Ben, ça peut aussi prendre cette forme-là. Auquel il ne faut pas s'attacher, bien entendu, parce que c'est encore des... Non, ça reste bien un mouvement comme ça. un phénomène. Comme donner à voir. Et si les sensations physiques, c'est les perceptions, pourquoi dans les méditations, on se concentre, chaîne numéro 1 sur la respiration, chaîne numéro 2 sur les sensations physiques? Pourquoi on prend Ça, c'est de la concentration, c'est une étape. Ça permet de retirer les pensées périphériques, on dit en yoga, c'est-à-dire plutôt que le mental il passe tout le temps d'une pensée à l'autre. C'est pour ça qu'en Inde on dit le mental de singe, parce que c'est comme un singe qui passe d'une branche à l'autre. Voilà. Du coup, là, tu le centres sur un point, qui est la première étape normalement avant la méditation, c'est ça. Tu centres sur un point pour... Déjà, on ressent de la paix rien que comme ça. Par exemple, la pratique du mantra, c'est une pratique de concentration aussi, où tu focalises uniquement sur le mantra. T'es que avec le mantra. Le mantra, peu importe le mantra. Haute. Non, non, pas forcément. Non. Ah non. Même sous d'autres formes. Ouais. Il y a 4 façons de pratiquer. Même mentalement, même, il y a plein de façons de le faire. Ouais. Ah ouais. Ça peut être chuchoté, à voix haute, dans la tête et écrit. Exactement. Ah oui. Ça existe aussi écrit. Ouais. Et ça, tout ça, ça aide à focuser. En réalité, ce qu'on appelle une méditation, ce que nous on fait quand on n'est pas éveillé, c'est des échafaudages à la méditation. Souvent, oui. La définition la plus vraiment basique qui soit, vraiment ce qui est le plus basique, c'est arrêt des fluctuations du mental. Ah oui. Normalement, c'est ça la méditation, mais c'est vraiment ce qui est le plus ça. basique. D'accord. Ça ne veut pas dire que le mental, il n'est plus là, que les pensées continuent à surgir, sauf que ça ne fluctue plus dans tous les sens et tout ça, ça commence à s'apaiser, tu portes moins ta focale dessus, etc., etc. C'est la définition la plus simple. Hein. D'accord. Vraiment la plus simple. Donc c'est des moyens habiles ce qu'on fait pour arriver à l'état de méditation. Oui. Oui, il y a plein de méthodes, plein de techniques, plein d'approches. Ouais. Il y a beaucoup d'approches qui peuvent
amener à l'état méditatif. En fait, la mécanique est simple, c'est on se concentre sur un point. Il y a un moment donné, après pas mal de temps, quand tu es concentré sur un point, ce point tombe. Et là, il reste plus, par exemple, si tu chantes longtemps les mantras et que tu es vraiment concentré, tu vas te rendre compte qu'il y a un moment donné où la bouche s'arrête. C'est-à-dire que le mental, s'arrête, la bouche s'arrête, la respiration se suspend, on respire très lentement. Et là, tu es en méditation sans penser, sans rien. Mais tout ça, c'est pas l'éveil. Faut faire attention parce que l'intérêt de toutes ces pratiques-là, en fait, c'est de réaliser au sein de quoi la pensée va et vient. C'est ça le plus important. D'où elle est issue. D'où elle est issue, mais plutôt au sein de quoi, parce que tu vas voir qu'il y ait des pensées ou pas, ça apparaît au sein d'un espace. Ça émerge. Conscient. Spontanément. Du calme. Sans que tu le décides. Tu peux dire le calme, si tu peux l'appeler comme tu veux. Sans que tu le décides. Sans que tu contrôles quoi que ce soit, ça vient quand même. Que tu y penses, que tu y penses pas, c'est là quand même. Spontanément. Il y a un temps minimum de méditation, non? Non. C'est toi qui vas. T'expérimentes. T'as des gens qui font 10 minutes par jour ou quelques minutes, et puis t'en as d'autres qui font des heures. Après, c'est c'est comment tu fais le temps qu'il faut pour retrouver l'état de paix, l'état de calme. Mais ça peut être des expériences aussi. Tu peux expérimenter tout un tas de thèmes dans la méditation, avec des positions. Enfin, tu vois, c'est de l'expérimentation, quoi. C'est des expériences, c'est tout. Ça déclenche certains effets, certains états, certaines impressions, certains ressentis, mais ça reste toujours des ressentis, des états, des expériences. Voilà, il y en a qui font ça pour pouvoir mieux gérer leur corps, mieux contrôler les positions, être bien dans une position assise, par exemple, mais avec des asanas, des choses comme ça. Et rester dans ces positions pendant des heures pour apprendre à maîtriser le corps, tout ça. Et après, c'est des expériences. Tu peux en faire. Pas si attaché. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais t'expérimentes, quoi. Tu vois, c'est un jeu, quoi. Et tu joues en même temps, tu vas faire ça. Pas rester dessus. Puis quand on aura marre des états et des expériences, tu te dis, bon, qu'est-ce qui est fixe dans l'expérience, dans toutes les expériences. Dénominateur commun, c'est un truc qui... Voilà. Il y a pas mal de gens qui restent bloqués à des niveaux très avancés de méditation et qui passent pas dans l'éveil, qui restent... Par exemple, en Inde, il y a beaucoup de yogis qui ont une maîtrise de la méditation, qui peuvent rester pendant même des années en méditation, tu vois, constamment. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réalisé le soi. Il y en a certains, ils n'ont pas réalisé, c'est parce que simplement, ils restent attachés à un certain état de conscience modifié. Ils le savent. Je sais pas s'ils le savent. Pas toujours. Non. Il y en a qui restent dedans, mais ils ne savent pas forcément. Mais c'est pas un problème. C'est une expérience aussi. Exactement. Pas de souci. Et si ça dure, c'est que ça doit durer comme ça, quoi. Je me demandais, il n'y a peut-être pas assez de souffrance dans cet état pour faire avancer plus loin. Ah oui. Je sais pas, mais très souvent, en tout cas, ce qui vient régulièrement, c'est que les gens qui ont une pratique avancée en méditation arrivent à s'extraire de la souffrance assez facilement. Ils arrivent à couper le cerveau, à couper tout. Mais c'est pas ça. C'est carrément pas ça. Là, c'est vraiment utiliser des techniques de méditation pour c'est ça, pour comment dire. Il manque une étape. Il manque la réabsorption dans tout englobé, quoi. Parce que là, ça développe que des capacités, en fait. C'est anesthésie. Ça développe, et puis ça développe des capacités, enfin des espèces de je sais pas, de pouvoir ou de choses comme ça, c'est tout. Ça ne réalise pas pleinement d'être. Et quelqu'un qui est éveillé et qui se blesse, il a quand même... Il sent la souffrance qui passe très rapidement. Ça ne serait pas appelé souffrance.
il y a une information. Du sang. Il n'y a pas identification, tu vois, il n'y a pas rattachement, c'est pas attrapé, c'est pas saisi. Il n'y a pas de douleur. Bah, ça peut, oui, mais c'est sans, comment ça dire, c'est vu, c'est perçu, ça, c'est là, il semblerait que ça se manifeste de cette forme, mais il n'y a pas d'attachement à ça. Donc du coup, ça peut être appréhendé, effectivement, c'est plus dans la même intensité, il y a plein de choses qui changent. Ouais. Donc finalement, on crée notre propre douleur. Enfin, peut-être quelque part, quand on n'est pas Ça éveillé. vient du fait de la saisie. C'est ça, De l'identification. la notion de moi. Exactement. C'est ma blessure, c'est mon orteil. Il y en a même qui disent mon cancer. Oui, voilà. Bah oui, on possède tout, on a tout, on veut tout. En même temps, c'est mon cancer, mais je ne le veux pas. Ouais. Oui, c'est ça. Donc il y a résistance et la résistance. Ça crée une provoque la souffrance. ritualité, tout ça. Quelque part, les gens, surtout les gens qui font comment dire, on va dire une pratique sur eux, enfin quelque chose, un cheminement spirituel. Ça aussi, ça fait partie du process de dévoilement. Si tu veux. Donc, j'entends souvent des gens dire mon cancer, et j'entends souvent dire genre mon cancer m'a aidé par exemple à réaliser des choses. Tout à fait. Donc ouais, je vois bien. Et je sais que du point de vue mental, ça paraît incompréhensible, mais tout ça, c'est des perches de la vie qui sont tendues pour nous réveiller, quoi. Donc c'est pour ça que des fois... Bien sûr. C'est pas là uniquement pour te faire chier, quoi. non, c'est pas gratuit. C'est beaucoup plus profond, quoi. C'est pas là pour nous faire chier, c'est beaucoup plus profond. Mais bon, ouais. Mais il y a plein de gens qui sont passés par des pathologies ou des maladies qui se sont éveillés, des choses qui paraissaient même très graves. Est-ce que c'est vraiment un but, l'éveil, quoi, de la vie? Parce que pourquoi ne pas vivre, ressentir ce qu'il y a à ressentir, et puis voilà. C'est l'éveil que tu es en train de dire. C'est pour ça que c'est simple. C'est être point barre. Il n'y a rien à... Il y a tellement... Bon, bien sûr, on entend nous dire, il y a de plus en plus de gens éveillés, mais en fait, est-ce que c'est vraiment... Enfin, peut-être sur une grande échelle, mais c'est pas un but, quoi. Faut pas mais il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Et quand on dit c'est le but ultime, quand les sages disent c'est le but ultime, bon, bah, c'est pour dire qu'il n'y a que ça, en fait. Que l'être, quel que soit le chemin par lequel il passe, en fait, c'est ça, c'est la réalisation. Mais c'est très simple, donc il n'y a pas de but, en fait. Il n'y a pas de but, et alors, on va dire, comment dire, je pense, peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, je ne sais pas. Pourquoi dans une vie, quoi? Enfin, il peut y avoir plusieurs vies. Enfin, moi, je vois pas... Enfin, c'est un jeu, quoi. Il n'y a pas de but. Ah, mais c'est un jeu. Il n'y a pas de but. Non, il n'y a pas de but. Quand on Il n'y a dit jamais eu de but. l'éveil, c'est presque... Il n'y a pas de sens, il n'y a pas tout ça. Collatéral. Il n'y a pas de sens, il n'y a rien de tout ça. Ouais, pour moi, ça ressemble plus à un événement, mais j'ai du mal à me dire c'est un but. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. C'est pas un événement. C'est pas un événement. Non, comment dire, ça se passe. Oui. Mais en fait, c'est là. La vie, c'est l'échange, c'est de l'eau, ça monte, ça descend, voilà, c'est juste pour vivre. Oui. Il n'y a pas de... Ouais. Mais là justement, tu es en train de décrire la vie. Quand tu dis, tu veux pas arriver et dire aux gens, bah, pourquoi vous ne seriez pas juste à goûter la vie et puis vivre. Bah, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. C'est juste ça. Il n'y a rien de plus que ça, tu vois. Mais quand, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on cherche à être conscient de cet éveil, ou c'est ça? Où elle est la barre? Parce que si tout le monde est éveillé, il n'y a pas d'éveil, ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça n'existe pas l'éveil, en fait. Puisque tout est parfait, tout est réalisé déjà, voilà, bien sûr. Il y a des trucs qui sont un peu... qu'on essaie mentalement d'aller atteindre, mais en fait, il n'y en a pas. Il y a pas. Donc c'est ça qui me gêne. Enfin, qui me gêne, c'est pas que ça me gêne, c'est qu'il n'y a pas de sens.
Ouais, bah il n'y a pas de sens. C'est parfait. Bah, c'est accueilli de fait, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Et c'est vraiment parfait, quoi. Mais qu'est-ce qui voudrait en toi qu'il y ait un sens? Pourquoi il faudrait un sens? Ben ça, c'est ce qu'on a été inculqué depuis tout Oui. le temps. Ouais. Ça, Tout à fait. c'est ça que je remarque, que je dis c'est une trahison quelque part, parce que j'ai cru qu'il fallait faire ça. Ouais, bah, comme tout le monde. En fait, voilà. En fait, il n'y a plus rien. La mission de vie. La bonne nouvelle, c'est que t'as rien à prouver. On nous l'a souvent dit, ça. Ah ouais, ça va, elle est costaud aussi. T'as rien à accomplir. Ouais, tout à fait. Tout comme, effectivement, il n'y a pas de mission de vie, en vérité. Ça, c'est encore un personnage qui explique ça, qui a besoin, quelque part, de reconnaissance. J'ai une mission. Certains qui se prennent aussi pour des élus, autres, tout ça, ça n'existe pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Plein de trucs qui tombent. Et tout tombe, ça tombe complètement. Ça peut pas être là. Pas de sens. C'est plus possible. T'es libre du sens. Exactement. Libre du sens. C'est ça. T'es libre des 5 sens aussi. Complètement. Complètement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué et qui n'ont jamais pratiqué et qui ont une maladie ou quelque chose comme ça, qui n'ont jamais cherché à être éveillés et qui deviennent éveillés spontanément? Bien sûr. Ah oui, Oui, tout à fait. Ouais. On ne devient pas éveillé. Hein. Non, mais qui prennent conscience, qui conscientisent le fait de l'être, d'être. D'accord, Ah oui, tout à fait. Bien sûr, il y a. D'accord, donc il n'y a même pas besoin du désir de... Ben non, on dit que c'est important, mais c'est pas le désir comme on l'entend, quoi. Oui. Ce désir-là, c'est la conscience, en fait. C'est l'élan de la conscience, c'est pas un désir humain, tu vois, d'un personnage qui décide je désire que. Bon. Oui, voilà, c'est autre chose qu'il y a derrière. quelque chose de plus profond. Ouais. Mais par contre, à tous ceux à qui c'est arrivé spontanément, que j'ai rencontrés, quand je leur ai posé la question, il y avait quand même un truc intérieurement qui cherchait, qui n'était pas satisfait ici, qui cherchait il n'y avait pas de complétude. Même s'ils ne connaissaient pas le chemin spirituel et tous les trucs spirituels, ils ne connaissaient pas, mais ils savaient qu'ils ne se sentaient pas bien, ils sentaient que ouais, c'est ça, ils se sentaient incomplets. C'est exactement ça. Donc au niveau du cœur, ils savaient, si tu veux. C'est ça. Et tu disais, ce désir, il n'est pas de l'ordre du relatif. Ouais, c'est pas le personnage qui dit je désire que, toi. Et pourtant, différents personnages ne ressentent pas le même désir. Oui, ça peut prendre plein de formes. Le désir au niveau de la réalisation ou Ouais. le désir... Voilà. Ouais. En tout cas, il n'est pas du tout aussi présent ou apparent chez différentes personnes. Ouais, mais ça prend plein de formes, Ouais. plein d'aspects. Puis des fois, on le voit pas. Il surgit lors de certaines situations, à différents âges, tu vois. Et c'est vraiment un vrai élan pour réaliser, mais on le voit pas, on le confond avec autre chose. Il y a une confusion, mais c'est quand même là. C'est toujours là, ça peut pas ne pas être là. Quelle est l'essence de la souffrance en fait? Parce que du coup, le commun des gens ont un mal de vivre. Et Oui. donc, quelle est l'essence? On peut Désidentifier, ouais. l'émotion, certes, et qu'on est réalisé, Oui. mais qu'est-ce qu'on fait du mal de vivre que beaucoup de gens qui les poussent à avancer? Et ces souffrances, elles existent quand même, par les sens, par les émotions. Qu'est-ce que... Ouais, elles existent dans le relatif, oui. Dans le relatif, elles existent et elles peuvent permettre de dépasser, en fait, de se dépasser, parce que ça nous amène à pousser plus loin les choses, l'investigation, etc. Donc, on est encore identifié à ça, mais à force ça crée un élan extrêmement fort, en fait, parce qu'on ne veut plus rester dans la souffrance. Donc, elles ont leur utilité, tant qu'on est identifié à elles, ça peut permettre justement d'aller plus loin sur le chemin, mais après, la désidentification, elle se fait parce que l'élan du cœur, il devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant, je ne sais pas comment on peut le dire. Et à un moment donné, l'intensité de la souffrance et de l'identification qu'on a vis-à-vis d'elle, c'est comme si que ça diminuait en fait, que ça avait de moins en moins d'importance. Moins en moins d'importance, et à un moment donné, ça disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il peut surgir une souffrance ou une situation de souffrance, chez quelqu'un ou chez nous, mais on n'a plus du tout on la perçoit plus pareil, c'est-à-dire qu'on l'accueille pleinement sans s'identifier à elle. Donc on n'est plus dans la souffrance en fait, c'est plus de la souffrance, c'est autre chose. C'est un événement qui à un moment donné surgit spontanément. Souvent tu dis qu'il faut accueillir, mais accueillir, j'essaie de faire l'accueil, mais l'accueil il est subtil en fait, dans le sens où
Quand on l'accueille, c'est pour un objectif d'avoir un mal, mais en même temps, d'avoir un objectif, c'est de tenir un objet, donc j'ai du mal à sentir le paradoxe en fait. Sans objectif en fait, c'est-à-dire sans attente. Si on le fait, c'est qu'on a un objectif, mais on doit le faire sans objectif. Ouais, il faut essayer de le faire sans objectif. Alors comment on fait? Sans attente. C'est là où la fameuse question. Mais en fait, en général, ce qui se passe quand... Parce que des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ou qui viennent voir Gérald aussi, qui sont dans une situation de souffrance extrême, genre depuis 40 ans, tu vois, par exemple. Donc du lourd. Et là, en fait, rien que des fois que de dire à la personne, est-ce que tu peux juste voir ce qui est, sans vouloir repousser déjà ce que tu vis. Déjà là ça lâche, déjà il commence à y avoir des trucs qui commencent à lâcher. Quand la personne, tu lui dis ok, regarde physiquement comment ça se traduit, décris l'expérience, mais ne cherche pas à résister à l'expérience, juste essaie de laisser. Déjà c'est le début de l'accueil. Quand tu commences à dire ok, bon, j'essaye d'être ok avec ce qui est, tu vois, ok. Après il y a un moment donné où la question suivante que je pose souvent, c'est essaye de voir au sein de quoi ça émerge, cette sensation. Alors il y a plusieurs approches possibles. Tu peux dire soit qu'est-ce qui perçoit cette sensation, ou soit essaie de voir ce qu'il y a autour de cette sensation. Autour de cette sensation, il y a la perception physique, par exemple tu sens ta main, tu sens une main. Essaie de percevoir autour. Tu vas me dire, il n'y a rien, parce que le mental, tout de suite, il interprète. Mais si tu vas vraiment dans l'expérience directe, tu vas te rendre compte que si, il y a un espace conscient et tranquille. C'est tranquille autour de la main. Tu vois. Et la personne, après, je lui pose la question, est-ce que tu es davantage la perception ou davantage cet espace ? Et tout le monde me répond, je suis davantage l'espace, puisque la perception... si je te pose la question, je te dis est-ce qu'elle était là il y a tant de temps, tu vas me dire non, elle n'était pas là. Donc ce qui apparaît et disparaît ne peut pas être toi. Tu sais très bien que toi t'es quand même assez fixe dans l'expérience, tu vois. Il y a quelque chose de permanent. On peut ressentir, je ressens qu'il y a quelque part des bribes d'un arrière-plan qui est calme, etc. Mais ça, c'est éphémère, c'est des étincelles, et puis souvent après, même si on a une technique de méditation, ça revient, on ne s'y attend pas, ça revient et ça plombe un peu. C'est parce qu'en fait, il y a... La conscience est toujours la même et ne change jamais, ne fluctue jamais et ne fluctuera jamais. Il n'y a même pas d'avenir, quand je dis fluctuera, c'est faux. Mais ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est capable de faire et ce qui est incroyable, c'est tout le pouvoir que vous êtes en fait. C'est que vous êtes capable de focaliser jusqu'à un point de densité énorme, extrême en fait. Donc soit vous êtes la conscience, c'est-à-dire que vous arrivez à cet espace d'accueil qui est l'état naturel, en fait, l'état du bébé, en fait. Soit vous focalisez complètement sur l'expérience. Soit vous pouvez aussi vivre les deux en même temps, ce qui est le cas après la réalisation du soi, on est tout le temps dans les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on sent tout le temps l'absolu et le relatif en permanence. Ou aussi vous pouvez percevoir la fusion des deux, c'est-à-dire le côté... ce de quoi est fait le relatif, donc le relatif est fait d'absolu et vous le percevez en arrière-plan de toutes les sensations, de toutes les formes, de tout. Donc, enfin bon, dans ton expérience. C'est très pragmatique, je sors des fois en voiture, j'arrive à m'ennuyer un peu sur l'autoroute, mais donc du coup j'arrive à me déconnecter, c'est ça. Des étincelles, mais c'est tout quoi. Mais c'est ça, le problème c'est que tu crois que tu es déconnecté à toi quand tu vas dans l'arrière-plan. Et moi je te dis l'inverse. Moi je te dis que la vraie connexion c'est l'arrière-plan. Le faux ce n'est pas ce que tu perçois. Le vrai n'est pas ce que tu perçois. Le vrai n'est pas ce que tu perçois. Le vrai est cela qui perçoit. Et cela qui perçoit est permanent. Donc ce qui perçoit c'est toujours très tranquille en réalité. C'est toujours calme. Ça n'est pas éphémère. C'est ça. Et ça ne bouge pas. Par exemple, c'est comme l'espace autour de la main. L'espace autour de la main est toujours le même. Et ne fluctue pas. Et est toujours calme et tranquille.
Donc, et ce qui se passe après, quand je demande aux gens de se centrer là, de sentir davantage le calme que la perception, ça leur donne confiance pour pouvoir ensuite plonger, j'allais dire, et accueillir et dire oui totalement à ce qui est. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas rentrer dans une émotion forte? C'est la peur de se faire engloutir. Oui, c'est ça. Parce qu'ils pensent être un petit bonhomme limité. Donc le petit bonhomme limité, effectivement, il y a des risques pour lui. Mais comme tu es limité, il n'y a aucun risque. C'est ça. Non, mais c'est parce que la personne, d'abord, je lui dis, est-ce que tu vois l'espace conscient? Oui. Tu vois. Est-ce que cet espace est limité? Non. C'est parce que tu vois pas de bout si tu essaies de toucher. Il est où le bout dans la perception directe? Où est le bout de cet espace que je ressens? Tu peux pas, il n'y a pas de fin. Donc, à partir de là, tu peux plonger vraiment dans la sensation, et à partir de là, ça peut complètement s'accueillir et se dissoudre. Donc, ça, c'est une façon de faire. Sinon, il y a aussi voir le système de croyance qui met ça en place. Si c'est quelque chose qui revient tout le temps dans ta vie, en boucle, qui est récurrent, pour aller plus vite, pour que ça saute, le mieux c'est d'aller directement à la cause, à la chose qui a déclenché ça. J'ai cette conscience-là, je sais d'où ça vient. Dans l'enfance, etc. Ouais, mais très souvent on me dit je sais d'où ça vient, j'ai tout compris, et après je leur dis, alors ça vient d'où? Là, je leur pose 3 questions, les gens ils s'effondrent en larmes. Bah non, c'est pas compris. Parce que ça se passe pas au niveau du mental. Tant qu'il y a une réaction corporelle, c'est pour ça. Moi, quand je pose des questions aux gens, je dis très souvent, ça fait comment dans le corps? Parce qu'en fait, la compréhension mentale, c'est pas grand-chose. Ça, c'est dur à comprendre pour l'ego, il a du mal avec ça, mais on comprend rien avec la tête. C'est pour vraiment dénouer quelque chose, ça ne doit pas se faire qu'au plan mental, ça doit se faire à tous les niveaux. Quand tu repenses à l'événement qui t'aurait créé cette souffrance-là, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau physique, même si c'est une toute petite contraction, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été accueilli. Et pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Parce qu'on est dans une société où il ne faut pas être triste, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être en colère. Parce qu'on te l'a dit depuis tout petit. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit d'être triste. Un enfant, on lui dit bah non, il ne faut pas être en colère. Alors donc, laisse le corps. Si ça doit pleurer, ça pleure. Si ça doit trembler, ça tremble. Il n'y a aucun problème avec ça et c'est fait pour. Le corps est très très bien fait. J'ai une élève qui m'avait dit, elle avait vu un article, c'était sur pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnes sous les bombardements, un groupe de personnes sous les bombardements. Il y en a pendant les bombardements, ils ont revêtu une carapace et ils ne tremblaient pas et tout allait bien. Et ces personnes-là, quelques années après, elles sont toutes décédées de maladies graves. Et il y en a d'autres, pendant l'expérience, leur corps tremblait très fort, mais sans qu'elles puissent le retenir. Ces personnes-là, après, elles ont très bien vécu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de trauma, il n'y a pas eu... En fait, en laissant le corps s'exprimer, tu te libères. C'est pour ça que dans la plupart des peuples premiers, il y a de la danse, par exemple. Ouais. Ça fait partie des choses qui équilibrent. La danse, le chant, tout ce qui vibre, ce qui est vibratoire. Donc voilà, ça c'est un peu plus... pour ce qui est de l'histoire personnelle, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et très souvent, on est obligé de descendre au niveau de l'histoire personnelle. Souvent, on ne peut pas résoudre... je peux pas dire à la personne tu as la conscience absolue, donc laisse tomber le monde perceptif. Tu vois. T'as rien à voir avec ce que des fois ça fonctionne, mais oui. Pas toujours. Plus de la moitié des gens, ça se passe comme ça. C'est ça. Pour résoudre l'unité, pour réaliser l'unité, comme je disais hier, souvent ça ne peut pas se faire s'il y a une dualité dans ton parcours, c'est-à-dire si tu en veux à quelqu'un, si tu en veux à une situation, si tu en veux à la vie par exemple, si tu penses que j'ai perdu du temps, j'ai gâché ma vie, j'ai ça crée une petite dualité en arrière-plan qui t'empêche de réaliser que tout est un.
Parce que tout est un, pas seulement dans l'espace. Souvent, quand on dit tout est un, on s'imagine, ok, donc je suis un, la physique quantique le dit, donc il y a la même énergie que dans la table, dans moi. Ça, le mental, il comprend bien. Mais tout est un dans le temps aussi. C'est-à-dire que du début à la fin de l'histoire personnelle, c'est un, c'était parfait. Il n'y a pas une fausse note, une virgule de travers. L'histoire est écrite parfaitement. Et pourquoi il y a tant de variations alors? Donc, il y a des êtres qui vivent quand même paisibles, qui ont eu de l'amour par leurs parents et tout, et il y en a qui sont frappés, violentés. Mais pourquoi tant de différences? Ça fait aussi partie en fait, ce que tu veux vraiment, ce que veut tout le monde, c'est réaliser sa nature. Et il y a différentes façons de le faire. Et il y en a qui réalisent par la souffrance. Ça paraît et on choisit. Fou. La conscience met en place ça. La conscience est choisie. Elle met tout ça en place. Sous tous les aspects possibles. Tous les aspects possibles. Dans sa manifestation, pour réaliser ça. Ce qu'elle est, en fait. En fait, elle se révèle à elle-même, quoi. À travers la manifestation dans ce support qu'est la matière. Voilà. Mais donc tous les aspects possibles, toutes les idées, ça c'est mal fait. Tout. Tant que tu te crois dans le film, tu crois que c'est mal fait. C'est ça le problème, c'est qu'on se croit vraiment être le personnage du film. Mais si, c'est comment déjà ton prénom? Christine. On va dire, imagine pour l'instant pour que tu... Imagine que tu vois la vie de Christine et que maintenant, au lieu de te dire c'est ma vie, tu dis c'est la vie de Christine. C'est l'histoire de la vie de Christine qui se déroule dans un film. Ça n'est plus du tout la même chose. Ouais, c'est moins souffrant tout de suite. Hein. Elle a vu la prise de recul. Ouais. Et la réalisation, c'est de te rendre compte que tu n'es pas réellement dans le film. Ce que tu es réellement, ce n'est pas... D'où la phrase de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes la lumière du monde, c'est comme on pourrait dire maintenant à notre époque, c'est comme le projecteur, il projette la lumière, mais la lumière n'est pas impactée par les images qui se déroulent sur l'écran du film. Et la lumière est indifférenciée. C'est la même lumière dans le personnage méchant, dans le personnage gentil, supposé. C'est la même lumière qui fait les arbres dans le film, c'est la même lumière qui fait tout ce que tu perçois dans le film. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais, donc il n'y a pas de bonnes émotions et de mauvaises émotions. Non, ça c'est mental. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il est dit que la colère, quand on est en colère, on se relie énergétiquement. Relie. Enfin, on est relié à tous les extrémistes qui ont cette même énergie de colère ou d'extrême. Ça peut être une croyance. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça peut être une croyance. Il faut déconditionner tout ce qu'on a appris. Oui, ça met de la pression du coup. Hein. Non, mais t'es pas le personnage, donc le personnage a le droit d'être en colère. Ouais. Il n'y a pas de problème avec la colère, tu vois. Il n'y a pas de problème. Même si ça fait du mal aux gens. Non, mais la colère, t'es pas forcément obligé de faire du mal aux gens. Ça peut juste s'exprimer comme ça, intérieurement. Ah oui. Voilà. Mais t'es pas obligé de la faire tienne non plus. C'est ça. Oui. Tu te l'appropries pas, quoi. Oui, d'accord. La colère, c'est un mouvement d'énergie. Chaque émotion indique quelque chose de précis. Donc, il faut regarder... la colère, c'est quand tu as une de tes valeurs qui n'a pas été respectée. Donc, ça... Voilà. C'est ça. Ah, oui, le message, c'est ça. D'accord. Donc, regarde la valeur... et la valeur est forcément fausse, de toute façon. Parce que la conscience absolue n'a pas de valeur particulière, tu vois. Elle n'a rien à défendre. Il n'y a pas de territoire, de drapeau, de... tout ça, c'est ça que j'arrive pas à mettre en lien, c'est la notion de karma et la notion de conscience. Parce que le karma, il y a quand même... dans le karma, il y a quand même... les bonnes actions, les mauvaises actions. Donc ça, c'est encore... Le karma, c'est juste les causes et les effets. Il n'y a rien de... C'est une causalité et des effets. Hein. Il n'y a personne pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand tu fais comme tu veux. Quand tu es pleinement consciente de ta conscience, il n'y a plus de karma. Ah oui. Il ne peut pas y en avoir, c'est pas possible. Ah oui, carrément.
Ah oui, Bah non, d'accord. si tu es parfaitement consciente d'être la conscience, c'est totalement conscientisé, il ne peut pas y avoir de karma. D'accord. Ça disparaît, c'est Ouais, ouais. c'est comme consumé dans l'instant. Au moment où tu réalises le soi, c'est consumé dans l'instant. Ça sera un concept de karma. Bah, ça, sur certains plans, tout un tas de plans, entre autres relatifs ou subtils, ça peut avoir une raison d'être pour un moment donné, amener à la réalisation en fait. Que ce soit les êtres, je sais pas, tout ce que tu veux, à travers l'univers et tout ça. Mais c'est... tu vois, ça disparaît à un moment donné, c'est consumé. Ça va pas rester, c'est consumé dans l'instant quand il y a réalisation absolue. Voilà, la conscience, ça peut pas être, ça peut plus être là, ça n'a plus de raison d'être. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, quand on quitte le corps, on n'a plus besoin de revenir. Non. J'aime bien ce truc-là. Alors aussi. En fait, donc, déjà, la conscience, il n'y a pas de temps pour la conscience, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de karma, parce que le karma, c'est une temporalité. Donc s'il n'y a que maintenant, il n'y a pas de karma. Il n'y a pas avant-après, tu vois. Et il y a un truc aussi, c'est le fait de ne pas vouloir revenir, ça, très souvent, ça cache une peur. Ça cache un truc. Quand j'étais sur le chemin, c'est vrai que j'avais cette pensée, je me disais, ça motive un peu, tu vois. On se dit, voilà, si je pouvais ne pas revenir, comme disait l'autre, dans ce monde de merde. Ça te sent qu'il disait, j'en ai marre de ce monde de merde. C'est à Paris. Ouais. On avait bien rigolé. Ouais. Mais en fait, quand tu réalises le soi, tu te rends compte que tu es en apparence dans ce monde, mais que tu n'es pas de ce monde, en permanence. C'est-à-dire que tu sais toujours que tu n'es pas là. Tu vois, par exemple, là, si je te dis « je ne suis pas là », si on met un détecteur de mensonges, ça fait rien. parce que c'est vraiment comme ça que je le vis. Pour moi, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas en train de te parler là. Je peux pas expliquer. Et t'es où? On va faire la chanson. Ça c'est intéressant. Là, quand tu vois chez toi ce qui a saisi ça, t'as vu? L'interprétation, t'as vu comment ça a interprété? C'est amusant. C'est amusant. Ouais. Bah, je suis pas dans une dimension, donc tu vas avoir du mal. Non, mais c'est... Donc, pour la conscience, il n'y a pas incarnation et désincarnation. Non, puisqu'elle est toujours la même. Elle ne change pas, elle n'est pas dans le temps. Donc, il n'y a pas tout ça, quoi. Ça ne veut rien dire. Puisque là, c'est les sens qui perçoivent des formes séparées et éloignées. La conscience, tout ça, ça ne fait qu'un. Donc, il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de contour, il n'y a rien de tout ça. Donc, il n'y a pas incarnation, désincarnation, c'est tout. Ouais. C'était un bon exemple. Parfois, vous disiez quelle est la distance entre moi et le son, ou entre moi et... Oui. Et là, je ne sais pas comment dire là. Oui, ça peut être parlant, en fait, pour comprendre qu'il n'y a pas de distance entre nous. Non, il n'y en a aucune. Ah oui, d'accord. C'est une perception relative, en fait. Exactement. Et autant toi là, à l'instant T, en fait, il n'y a pas de distance temporelle entre toi et moi, en fait. C'est parce que on peut le dire aussi comme on ça. est identifié aux yeux, aux sensations, aux sens. C'est eux qui te délimitent, qui te donnent des frontières, des limitations, des contours, etc. Et puis parce que nous, humains dans le relatif, on ne voit pas le vide qui n'existe pas entre nous, en fait. Ah oui. On croit qu'il y a rien, mais il n'y a pas rien, en fait. Ouais, mais même le vide, c'est... Oui, voilà, non, mais je le emploie là. Et, voilà, c'est... Il n'y a que la conscience, en fait. Quelqu'un qui réalise pleinement la conscience ne voit pas comme quelqu'un qui voit physiquement, quoi. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est la conscience qui voit, quoi. Donc du coup, effectivement, ça ne voit pas que des corps séparés, voilà, habillés comme ci, comme ça, des murs, pas du tout. Non, mais c'est juste la vision directe. Attention, parce que là, je sens que ça va partir dans le merveilleux. Vous allez imaginer des trucs. Pour expliquer, c'est là où on commence à arriver à un moment donné où pour expliquer, ça commence à devenir un peu, tu vois, particulier, quoi. Tu peux plus mettre de mots, donc du coup, ça devient ineffable, innommable. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, si tu vois quelque chose et si tu enlèves tous tes conditionnements, tu vas
ce que tu vois, c'est la même chose. Exactement. Mais si le regard est complètement déconditionné, parce que quand tu vois, il y a, par exemple là, il y a en apparence des gens, tu vois. Donc ce qui se passe... bah oui, il semblerait qu'il y ait des gens. Ouais. Mais pourquoi je peux dire il y a des gens? Il faut voir la mécanique au ralenti en fait. Les sages ils disent souvent qu'ils ont ralenti le processus pour pouvoir comprendre comment ça marchait. C'est quand tu vois au ralenti, donc il y a l'image. Il y a l'image. Donc après il y a couleur, des fréquences vibratoires. Mais après, il y a un petit temps, il y a une nécessité, le mental, il découpe chaque personne. Tu t'en rends pas compte, mais là, tu fais de la découpe en permanence. Tu me découpes. Bah oui. Tu regardes les formes. Tu dis là, il y a un bonhomme, et après, tu dis c'est un homme, c'est une femme, etc. Tu catégorises. Mais si tu vois la vision directe, il y a juste des taches de couleur qui apparaissent. Il y a juste, tu vois, il y a juste... je sais pas comment dire. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'explication. Il n'y en a aucune. C'est direct, en fait. C'est direct. Donc il n'y a plus de forme, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que des fois Gérald il dit enlever le regard, c'est parce que ça s'appréhende pas avec un regard mental. Tu peux pas l'appréhender avec un regard mental. C'est pas possible. Il y a un truc aussi qui m'a toujours fasciné, qui est très intriguant, c'est la notion entre la conscience, parce que là on est vraiment dedans, et entre chaque individu, et le fait que la conscience reste attachée, collée à tel individu. Par exemple, pourquoi elle ne pourrait pas aller dans un autre ou dans un autre? Le système qui fait que, hop, c'est là... Elle n'est pas attachée. Elle n'est pas attachée à un individu, justement. Oui, mais pourtant, il y a 10 ans, j'étais à peu près le même... T'étais le même. J'étais le même, et aujourd'hui je suis le même. Et pourquoi je ne suis pas... Je suis pas le même. L'autre. Si, t'es le même. Pourquoi je ne suis pas toi dans 10 ans? Si, tu es. Ben, tu l'es aussi. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de différenciation, c'est ça qu'il n'y a pas de contour, il n'y a pas de... c'est pareil. Mais par contre, dans le relatif, ça paraît séparé. Ouais. Parce que ce sont des manifestations, d'accord? Voilà. C'est des formes, des aspects qui semblent séparés. Ouais. Dans le relatif. Mais le relatif, c'est fait, le manifesté, c'est fait de non manifesté. Et le non manifesté, c'est sans forme. Ouais. Il n'y a aucune forme spécifique. Et limite? Il n'y a pas de limite. Oui, mais il n'y a pas de limite. Alors, attention quand on comprend ça, parce que c'est hors temps et hors espace. Exactement, c'est ça. Quand je dis l'espace autour de la main, c'est pédagogique, mais c'est pas comme ça. C'est hors temps et hors espace. C'est parce qu'il disait, est-ce que la conscience peut aller dans? Et en fait, non. Enfin, non, il y a dedans, c'est la même partout. Il n'y a pas de dedans ou d'extérieur. C'est la même présence, c'est conscience. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas une conscience par corps ou par manifestation. C'est la même conscience. Tout le monde, la même conscience voit par tous les yeux en même temps. Là. C'est la même chose. Oui, on dit souvent c'est ça, mais il y a contemplation là. Oui. Mais comment nous, on peut... Enfin, quand je dis nous, c'est... Nous, en attendant, quoi. En attendant, j'aime bien. Comment on peut s'occuper? Qu'est-ce qu'on sait qu'il n'y aurait qu'une conscience? Peut-être qu'il y en a deux. C'est l'idée du point. Ailleurs, tu vois, il y a un truc qui fait qu'on se base comme sur une branche, un truc sur lequel on s'appuie pour calquer toute notre réflexion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'entends bien. Peut-être qu'il y a une deuxième conscience parallèle ailleurs, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'on dit toujours un? Si tu regardes, il y a... Ouais, quand j'étais petit, je me posais une question. C'est marrant, je m'en souviens à l'instant, tu vois. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas venue. Je me disais, nous, on tire notre énergie des plantes qu'on mange, tu vois. La plante, elle tire son énergie du soleil, apparemment. Et après, je me disais, le soleil, il tire d'où son énergie? J'étais bloqué avec ça, tu vois. Tu peux aller loin. Ouais, et en fait, j'essayais de chercher la source. Déjà, quand j'étais petit, je réfléchissais à ça. Je me disais, mais d'où elle vient c'est d'où l'énergie primordiale? Et souvent, les sages en Inde aussi, ils utilisent la métaphore de, par exemple, un arbre, tu vois, il a des branches et il a des feuilles. Mais rien ne t'empêche de dire que la feuille, c'est l'arbre.
Tu vois. En fait, en apparence, il y a un multiple, c'est-à-dire que l'arbre, il a plusieurs branches, il a plusieurs feuilles, et chaque feuille a chacune plusieurs nervures, donc il y a des multiples, mais il y a une unité derrière ce multiple. Pourquoi c'est un? Parce que sinon, c'est organisé dans un tout cohérent aussi déjà. Rien qu'avec la logique, tu peux le déduire. Il n'y a pas de conscience qui s'affronte. La conscience est une parce que ça fait partie d'une cohérence. Mais quand on dit par exemple qu'il y aurait plusieurs dimensions, vous savez les trucs, ça j'y connais pas grand chose, mais par exemple les lutins, les mondes parallèles. Ah, tu parles après tous les êtres possibles, entités, voilà, c'est ça dont tu parles. Par exemple, pourquoi ça serait pas, par exemple, tout ça, ça serait lié à une conscience mais intriquée en même temps dans la conscience une, et où on vit des choses parallèles. Ce qui est intéressant, c'est de là intriqué dans la conscience une. Quand tu parles de ça, ça serait bien de savoir comment ça surgit en toi, ce type de réflexion là. D'où ça vient là. C'est là où il faut poser d'où vient la réflexion là. Pourquoi elle se manifeste. Tu vois, c'est intéressant quand même. C'est en référence à ton ami, celui qui te guide, enfin celui que tu connais. Ah non, même pas forcément. C'est lui qui t'a parlé de tout ça. Non, mais c'est juste que je sais pas, c'est pas évident. Se tourne, hein. Ah oui, bah ça, c'est pour ça que je te dis d'où ça vient, tu vois, à un moment donné. Pourquoi là, tu vois. Non mais, enfin oui, juste pour finir, c'est juste que je me dis qu'il y a tellement de choses complexes par le mental, dans l'interprétation, et je me dis comment nous, même vous, enfin la conscience, comment elle peut être aussi sûre d'elle, de ce qui est. Nous, ça se trouve, on n'a pas les... Mais nous, en tant qu'humains, là maintenant, ça se trouve, on n'a vraiment pas, peut-être, j'en sais rien, les compétences pour dire c'est comme ça. Mais ce dont on parle n'est pas humain. C'est ça. Et puis c'est pas des compétences. C'est pas des. On le dit parce qu'on passe par un vecteur pour essayer de communication. De communiquer. Voilà, mais ça ne pointe pas vers l'humain, ce dont on parle. Oui. Là, c'est verbalisé, mais ça peut aussi ne pas être verbalisé. Ouais. C'est simplement la présence et il n'y a aucune parole et puis tout a lieu dans l'instant. Enfin, tout est là. Ouais. Ça peut aussi. Voilà, une manière, un truc que je m'imagine pour me rapprocher au plus... Enfin, c'est que ma sensation, c'est que je m'imagine simplement juste être une fleur dans un champ. Mais vraiment, intimement, sereinement et humblement, juste être une fleur. Ouais, c'est une pratique connue des premiers sages chrétiens. On appelle l'hésychiasme, c'est la méditation silencieuse, où ils utilisaient des objets de la nature, enfin des formes de la nature. Et donc il y a la méditation de la montagne, la méditation de la fleur, etc. Et c'est le coquelicot même, la fleur. Pour montrer que c'est vraiment très humble et fragile. Et, tu vois. Et donc voilà, c'est des méditations qui fonctionnent très bien. Puis, une dernière petite chose, parce que après peut-être que je vais oublier. Je ne veux pas parler au nom d'autres, mais ce que j'ai remarqué peut-être, c'est que des fois, moi le premier, une question que je me pose par rapport à tout ça, c'est quels seraient en pratique, enfin tout notre travail qu'on fait en ce moment, de réflexion, enfin puis de le vivre, quel serait le bénéfice dans nos vies normales, concrètes, tangibles, au quotidien, qu'est-ce que ça nous... En gros, à quoi ça sert l'éveil parce que tu vois, quelque part, on peut même dire que ça sert à rien. Mais à quoi ça nous sert c'est pas très intéressant, mais au quotidien, comment ça peut nous servir oui, d'accord. Tu vois, d'accord. Genre le bien-être, la confiance en soi, tout en même temps. Il y a tout en même temps. La joie permanente, parce que etc. Vu que l'éveil c'est tout, peut-être qu'il y en a qui servent de l'éveil mais pour aller moins bien aussi. Il n'y a pas de haut, de bas, de... Oui, ça, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Le truc, c'est que ta nature, c'est pas d'aller moins bien, donc... Ça, c'est pas ta nature, Vous voyez, juste Puis tu vas nulle part, en plus. Quand on dit ça va aller, non, ça va pas aller, parce que t'es déjà là. Et puis t'es partout. Et
t'es déjà là et t'es partout à la fois en même temps, quoi. En fait, je veux dire, c'est là, quoi. Puis pour comprendre ça, je m'imagine vraiment un astronaute où il n'y a pas l'apesanteur, c'est une bonne image. L'espace, c'est une bonne image pour comprendre un peu la conscience. C'est qu'il n'y a pas de haut, de bas, Tant que ça reste une image et tant qu'il y a, je m'imagine, il y a encore des limitations, des délimitations, des frontières, des contours, etc. Là, il n'y en a pas du tout, c'est infini. Donc il n'y a pas de début ni de fin, quoi, tu vois. Ça, c'est ta nature. Et à un moment donné, il y a peut-être quelque chose en toi qui va peut-être trouver ça un peu trop... Enfin, tu vois, tellement grand que ça essaye d'imaginer comment ça pourrait être. Mais il n'y a pas à imaginer, en fait. T'es déjà ça, quoi. Et par contre, une fois, ça m'a fait ça. Et là, pour le coup, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un ami que je connais qui est là-dedans. Je sais pas comment je peux dire ça, mais il est dans tout ça, il s'intéresse à tout ça, aussi au crâne de cristal, enfin, dans plein de choses. Et il a une approche un petit peu, je vais pas dire négative, mais un peu noire. Il a une approche un peu négative je vais même pas parler de complot, tout ça, mais globalement, c'est assez noir. C'est pas le bonheur, la vie. Et à un moment, quand je traînais un peu avec lui... C'est un complotiste. Parce que maintenant, des gens, quand ils parlent de tout un truc comme ça, c'est des complotistes. Oui, voilà, exact. Et ça me fait rigoler. Quand je le côtoyais assez souvent, bon, je l'adore, je vois toujours un peu moins maintenant, mais il est là, quoi. Mais à une période, je le voyais souvent. Et ça m'a fait l'effet... Pour la première fois de ma vie, en parlant de tout ça, même de la conscience, j'avais le vertige. Je me sentais vraiment mal parce que, en fait, c'est comme si je recevais trop d'un coup pour moi sur mes épaules. Bon, faut dire aussi que je suis un peu un... Parfois, même la nuit, j'ai mes oreillettes, j'écoute tout le temps des trucs, je bouffe l'info. Vraiment, j'adore. Mais j'ai l'impression que parfois, j'atteins mes limites, j'exagère par rapport à mon propre... Comment on appelle ça quand on a une capacité de réception, voilà. Et des fois on exagère, on va trop loin par rapport à ce que maintenant on est capable d'ingérer, de recevoir en info. Ouais. Ça peut être une voie, ça aussi. Par exemple, il y a des grands scientifiques, des chercheurs ou des astrophysiciens qui ont réalisé le soi aussi. Du fait de se poser plein de questions comme ça et tout, puis il y a un moment donné, en fait, il y a un moment donné, tu vas te rendre compte que tout ça, ça dépasse le cadre du mental, tu pourras plus l'appréhender. On avait discuté avec Gérald quand je lui posais beaucoup de questions sur l'univers. Tu vois, moi j'étais un peu comme toi, je posais plein de questions. Et après, mais pendant, je sais plus, une semaine ou deux, j'étais en vrille. J'avais la tête, tout ça parce qu'il m'avait dit il n'y a pas de contour à l'univers. Je disais, il n'y a pas de contour. J'essayais de représenter mon Et après, je partais dans des trips, tu vois, mais en fait, on vit dans un gros atome géant. Sans contour. Ouais, c'est... Mais par exemple, on pourrait dire, en attendant, encore une fois, ce qui est fabuleux, c'est que quel beau voyage, en attendant pour l'homme, en tant qu'être humain, quel beau voyage. Oui, non, c'est vrai. Mananda Mani, le grand sage de l'Inde, elle disait ça, qu'il n'y avait rien de plus beau finalement à voir que cette quête de réalisation. Tout à fait. Ce qui touche tant les gens dans les histoires d'amour, c'est que en fait c'est ça, la vraie histoire d'amour, elle est là. C'est la fusion de soi à soi, quoi. L'union, quoi. C'est ça, la vraie histoire d'amour, elle est là, c'est la quête spirituelle. C'est le vrai mariage. Et c'était ça même était mon mantra à un moment donné. Je disais à Dieu, épouse-moi. C'était, voilà. Il y a un moment donné où tu comprends pas. Tu sais que ça te dépasse mentalement, tu comprendras jamais. Donc tu te dis, moi je me disais juste, je sais pas comment ça peut marcher et tout ça, mais je sais pas, par tous mes moyens en fait, je demandais avec mon mental, avec ma pensée, avec tout ce que je pouvais. Je sais pas comment ça marche, mais fait que ça se passe, quoi. Donc je parlais à quelque chose d'extérieur parce que je pensais encore qu'on était séparés, quoi. Mais finalement ça se passe. Ce que tu veux vraiment avec le cœur, tu l'as, quoi. Et tout à l'heure, par rapport au homme relatif, il y en a quand même plusieurs qu'on dit dont Jésus, en gros,
cherche premièrement le royaume des cieux et le reste vient de surcroît. Cherche le royaume des cieux en premier, le reste vient de surcroît. Et c'est vrai, quand tu réalises le soi, tout le reste vient de surcroît. T'as pas beaucoup de désirs, tu vois, tu vas pas, enfin, sans doute après la réalisation, tu vas pas désirer une Ferrari ou je sais pas quoi, tu vois. Mais par contre, tout vient, quoi. Tout vient, c'est vrai. Même des trucs que tu avais oubliés. Je crois que je l'ai dit hier. Genre la petite voiture. Enfin, tu vois, des trucs de l'enfance, des rêves de l'enfance, tu l'as, quoi. Ouais, même des trucs incroyables. Il y a des choses qui arrivent, tu avais oublié. Et, ah ouais, c'est vrai que j'avais voulu ça étant petit. Moi, quand j'étais petit, je voulais voler, donc... Ouais. Ouais. Et voler avec le corps. Ouais. Habiter, transporter, tout ça. Chouette. Ouais. Et ça, souvent, quand on est petit, on se souvient de commencer dans l'astral. Dans l'astral, quand on quitte le corps, on vole. Voilà. On passe à travers les murs, on se téléporte aussi, très vite. Donc c'est sans doute quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être que tu auras des expériences avec l'astral. Et quand on est éveillé, on a le dôme d'ubiquité. Alors, plusieurs endroits. On est déjà, c'est décrit dans certains ouvrages de ça, pour certains saints et saintes. Hologramme, quoi. Oui, mais ça peut être physique aussi. Voilà. Mais bon, faut pas y apporter d'importance. Ça se manifeste. Voilà, ça a lieu, mais bon, ça a lieu. C'est un phénomène aussi merveilleux ou grand puisse-t-il paraître, c'est-à-dire dans l'échelle, tu vois, qu'on peut avoir, référentiel qu'on peut avoir. Ça reste toujours un phénomène. Alors, ça va aider certainement des gens. Hein. C'est arrivé, il y avait une sainte, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui pouvait, voilà, elle biloquait à plusieurs endroits. Ah bon? En même temps, elle était à un endroit, entre autres, voilà, mais il y en a eu d'autres. Et à un autre endroit, elle était en train de sauver quelqu'un, et puis à un autre endroit, etc. Solibara aussi. Voilà, oui, mais il y en a plein. En fait, c'est dans les sages de l'Inde, il y en a plusieurs qui sont très connus et qui apparaissent comme ça chez les gens. En plus, des fois, juste pour des broutilles, genre j'ai envie de boire un verre de lait, tu vois. C'est ça. Après, ils repartent. Exactement, mais carrément. Ouais, c'est ça. Voilà, des trucs comme ça. Ça serait un grand cadeau à faire à un disciple qui a envie d'offrir quelque chose et tout à coup le maître apparaît. Ah, bah, on peut lui offrir un verre de lait, c'est une bénédiction au disciple. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, au final. Chez certains, plein de saints ou saintes, c'est monnaie courante. En Inde, souvent, on en parle. Jésus. Ouais, voilà, par exemple. Il y avait aussi, on a le maître d'une amie, Balayogi, par exemple. Ah oui, c'est un grand yogi qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas depuis 40 ans, qui restait en position du lotus, avec des cheveux qui faisaient, je sais pas quoi. Voilà, et pareil, il était dans une petite pièce, en fait, et les disciples venaient nettoyer la pièce régulièrement. Et donc il ne pouvait pas sortir de la pièce, il ne bougeait pas comme ça depuis 40 ans. Et quand il rentrait, il n'était plus là. Donc, il était cadenassé. Voilà, il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir. Et devant eux, progressivement, donc certains ont décrit en fait l'apparition, où ils le voyaient se densifier et apparaître pleinement d'eux. Donc ils le décrivent et tout ça. Donc voilà, ça arrive, mais c'est toujours des phénomènes. D'ailleurs, ils le disent, tous les maîtres disent que quand il y a des phénomènes qui arrivent en leur présence, voilà, et tout ça, de ne pas prêter attention, de ne pas focaliser dessus. Mais c'est fait aussi pour, à un moment donné, faire travailler celui qui est en quête. Celle qui est en quête, celui qui est en quête. Voilà, pour qu'il s'en détache, pour pas qu'il s'attache. Mais on va avoir tendance, comme c'est merveilleux, ça nous paraît extraordinaire, à s'y attacher. Ah, j'aimerais bien peut-être savoir faire ça, tu vois, etc. Mais en fait, c'est destiné à ça aussi, pour le dépasser, tout ça. Parce que ça reste quand même des phénomènes, quelque part. Et ça ne veut pas dire que tu as réalisé non plus. Exactement. Parce que tu as réalisé le soi non plus. Ah bon? Oui. Parce que souvent il y a une confusion avec ça. Alors, moi, en Inde, j'ai rencontré pas mal de yogis qui faisaient des trucs comme ça, tu vois. Et à la fin, j'étais complètement. Quand je suis allé en Inde, c'était vraiment pour réaliser le soi. Donc, du coup, la première semaine en plus, quand je suis arrivé, je suis tombé sur un gars qui matérialisait des trucs. Et franchement, pendant 20 minutes, j'ai regardé ces trucs, j'ai fait bon, bah, vous avez fini. Je retourne dans ma chambre, tu vois. Et il y avait une cohorte de disciples américains qui étaient autour de lui en train de dire ouais, c'est. tu vois, ouais, c'est ça. Et moi, je trouvais ça complètement bidon, en fait. Mais du coup, il reste à un moment donné sur le phénomène. Ah ouais, c'est ça. Et ça ne va pas plus loin. Oui.
C'est ça le truc. C'est ce qu'on appelait des CD, non? Ouais, voilà, c'est ça, des CD. Ouais. C'est tellement sollicité par les sens qu'on reste dessus. Bah bon, on focalise automatiquement dessus. C'est merveilleux, c'est magique, il y a des référentiels, il y a tout un tas de trucs. Et bon. Voilà. Si la conscience est infinie, elle se suffit elle-même, pourquoi elle a besoin des humains? Du coup, pourquoi il y a des humains? Si elle se suffit elle-même... Elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin, c'est simplement une manifestation pour se révéler elle-même. C'est une des infinies manifestations des humains. Du coup, pourquoi elle a besoin des humains, des végétaux, des minéraux? Elle n'en a pas besoin, mais elle se reconnaît en fait à travers les... pour pouvoir se contempler en fait elle-même. En fait, c'est pour ça. Mais elle n'en a pas, c'est pas un besoin. Voilà, elle manifeste. Donc, on serait l'avant-plan de la conscience. On serait l'avant-plan de la conscience pour qu'elle se goûte. Ouais, on est la conscience. On est à la fois le support de manifestation et la conscience qui se manifeste à travers ce support de manifestation. On est tout en fait. Tout. Si tout est parfait sur la planète, sur Terre, par exemple, je me posais cette question-là l'autre fois, il y a de plus en plus d'hommes, d'êtres humains, 6 milliards, ça va en croissant. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir cette problématique que vraiment il y a de plus en plus d'hommes, mais où pour l'homme lui-même ça devient vraiment néfaste parce qu'il y a trop d'hommes? Vous allez voir où je veux en venir, c'est que quand il y a plus d'hommes, est-ce que ça veut dire que quand il y a un arbre qui meurt, c'est la conscience de l'arbre qui va faire plus un homme? En fait, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a toujours une unité, admettons, pour faire simple, 1 milliard, mais c'est toujours 1 milliard, c'est 500 millions d'hommes et 500 millions d'arbres, et si c'est 800 millions d'hommes, il ne reste plus que 200 millions d'arbres en conscience. Non, pas du tout. C'est pas au niveau de la matière. Exactement. Oui, alors ça veut dire qu'on peut vraiment morfler, nous, en tant qu'hommes, s'il y a trop d'hommes. On pourrait. Sur Terre. On pourrait, si on... 50 milliards d'hommes demain. Oui. Dans les textes de la fin du Kali Yuga, justement, dont on parlait, c'est décrit que la fin de l'âge du Kali Yuga, là où on est en ce moment, les hommes auront une période où ils auront du mal à respirer. Tout à fait. Donc ça prouve qu'il y aura du monde. C'est déjà le cas. Ouais, c'est vrai, non, mais il y a déjà des villes où on a du mal à respirer. Bah ouais, ça c'est les mégapoles à la tête du monde. Et pollué. Ce que je voulais juste te dire, c'est que le manifester vient du non manifesté de fait sans avoir besoin d'une matière. Ça émerge, tout comme tes pensées, tu vois. Parce que tes pensées, c'est aussi une matière, même si c'est une matière plus subtile. Tu vois bien que tes pensées, elles émergent de rien, d'un non manifesté. Tu vois, quand tu penses. Ouais, bah c'est la même chose, c'est pareil. Ouais. Mais je veux dire par là, est-ce que on parlait de sens aussi tout à l'heure, ce mot est ultra important pour moi, le sens des choses, de tout. D'ailleurs, la conscience, on a une, je pense, et tout ça. C'est pour se voir, ouais. Mais quel est l'intérêt, finalement, vu que... allez, je vais aller dans les gros mots exprès, mais l'extinction de l'homme au travers du fait qu'il y a une croissance trop extrême, la pollution et tout ce qu'on veut, à quoi elle rime? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque de toute façon, il y a plein d'autres planètes avec plein d'autres civilisations. Donc il y aurait quand même de quoi s'amuser pour la conscience. Tu vois. Donc la conscience s'en tape, qui est de la souffrance. Oui, elle est pas attachée à ça. C'est que ce qui est manifesté, qui vit les expériences, qui est identifié à la souffrance, qui est de la souffrance, qui est ceci. Mais pas la conscience. La conscience n'est pas affectée, impactée par ça. Alors si on se fait du point de vue de la conscience, effectivement tout est parfait. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes la conscience. Mais en attendant, c'est comme... Mais t'attends rien. On morfle. La souffrance... T'attends rien. En attendant. C'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste. Mais la souffrance, c'est ta relation à l'expérience en fait. Tu peux très bien te décaler en fait. Oui. Tu peux partir d'une autre perspective. Alors, d'accord, mais comment se fait-il que des fois... Alors, je voulais vous dire un truc qu'on m'a dit, mais... Par exemple, quand il y avait des attentats à Paris, là, je revois la vidéo dans ma tête où il y a un flic par terre, puis t'as le mec cagoule qui passe, qui fout un coup de flingue dans la tête du mec en partant. Puis le fameux ami en question, là, il me disait, c'est la matrice, il n'y a pas de hasard, c'était prévu comme ça pour que ça arrive à ce moment-là, il devait mourir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se décaler.
Pour ne pas mourir. C'est toi avec ça qui... c'est toi qui en souffres de ce que tu vois. De ça. En fait, c'est c'est ta relation à cette expérience de regarder cette scène où tu te dis, mince, il y a souffrance là-dessus. Or, pas forcément. Enfin, la conscience, oui, d'accord. La conscience, tu ne sais pas du tout comment la personne qui s'est fait tirer dessus l'a vécu, par exemple. Tu sais pas. Ça se trouve, elle a vécu un état extatique à ce moment-là. Non, mais en fait t'en sais rien. C'est vrai en plus, tu sais pas. Tu sais simplement, même par rapport à ce que tu as vu dans les journaux, ce que les journalistes ont dit ou autre, ou le ressenti que tu as eu, ou ce que ton ami t'a dit, etc. Tu vois, il y a plein de... Mais pleinement, consciemment, tu sais pas, en fait, à ce moment-là. Tu savais pas. Vous racontiez, vous aviez des gens que vous connaissiez dans des pays en guerre. Oui, moi j'avais. Et qu'elle avait au Liban. détaché de ce qui se passait. Au Liban, il y avait, c'était complètement détruit, quoi, enfin le Liban. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais voilà, il faut que je passe au milieu des snipers. Je fais quoi? Je reste dans la terreur, dans les ordres. Et puis il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle peut pas expliquer d'ailleurs. Et elle est passée, ça tirait dans tous les sens, elle a pris aucune balle. C'est la première fois que ça arrivait parce qu'il y a eu cette prise de conscience totale. Donc il y a eu le détachement, il y a eu l'accueil de tout ça. Enfin, voilà. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et là, elle a été complètement libérée de tout ça. Bon, l'histoire est plus longue, mais en gros, c'est ça, quoi. Il n'y avait plus d'explication. Elle était plus dans le référentiel qu'elle avait. Il y a des snipers, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens torturés. C'est la guerre. Elle vivait son quotidien depuis qu'elle était toute jeune. Et là, elle s'est dit, mais je peux plus rester là-dedans. Enfin, c'est plus possible, quoi. Elle a eu un truc qui s'est passé et ça a été mis complètement de côté. Et elle est passée au milieu, ça tirait dans tous les sens. Et il y a des gens qui sont tombés à côté d'elle, il y a des gens qui sont morts à côté d'elle. Elle n'a rien pris, quoi. Elle n'a pas une balle, rien du tout, tu vois. Enfin, voilà. Et ça l'a complètement libérée du truc, quoi. Donc, de toute peur. De toute peur, de toute explication, de toute théorie qu'elle donnait spontanément, qui venait comme ça, parce qu'elle avait l'habitude de le faire, et parce qu'elle avait entendu, et du coup, là, elle a été pleinement dans l'essentiel, en fait. Donc ça pourrait servir à ça, le fait de vouloir avoir la volonté de s'éveiller. Pouvoir contrôler Non, il n'y a rien à contrôler, justement, c'est pas un contrôle. Non, mais par exemple, cette dame dans l'exemple, est-ce qu'elle était spirituelle? Est-ce qu'elle était... Pas forcément, non, pas vraiment. Les Libanais, ils sont tous plus ou moins quand même quelque part, mais pas vraiment, parce que là, en temps de guerre, à un moment donné, pour plein de Libanais, c'était tellement dur, que c'est pas qu'ils mettaient la religion de côté, ils sont très croyants et tout ça, c'est que ça devenait plus la priorité pour plein de gens, quoi. La priorité, c'était d'arriver à la maison sain et sauf, de retrouver sa famille, de ne pas être blessé, tu vois, c'était vraiment particulier. Et donc, elle n'allait pas spécialement, tu vois, elle était de confession catholique, elle n'allait pas forcément à l'église et autres. Et du coup, voilà. Mais là, elle ne sait même pas elle-même, quand elle l'explique, elle ne sait pas quoi dire, quoi. C'est un élan. C'était venu spontanément comme ça, c'est tout. Et là, elle a lâché, elle a dit, je passe au milieu de la rue, avec toutes les maisons détruites, les gens qui tirent dans tous les sens, les snipers, et j'y vais, quoi. Comme un enfant. Elle s'est éveillée. Voilà. Ah ouais, complètement, ouais. Et elle a lâché le... Voilà, et elle a marché. Et elle n'a pas marché en courant comme une folle furieuse. Elle a marché. Mais c'est pas du tout... tu vois, ce qui s'est passé, quoi, c'est comme ça. Il faudrait ne plus se poser de questions du tout, comme tu Oui, carrément. Exactement. Voilà, je sais pas qui c'est qui disait qu'en fait, il commence à montrer qu'en fait, quand on fait un geste, le geste se fait et après il y a une association avec l'esprit. On se dit, j'ai levé le bras. Ben non. Mais pour moi, on parlait en fait, de la non-existence du libre arbitre. Moi, j'ai vraiment l'impression, par exemple, là, je parle, je crois que j'ai décidé de parler, mais en fait, c'est pas moi qui ai décidé de parler. Donc tout ce que je fais, par exemple, je suis là, mais j'ai pas vraiment décidé d'être là. Je crois que j'ai décidé de venir au satsang. Je crois que j'ai décidé de vouloir m'éveiller. Je crois que, en fait, non. En fait, voilà. Il y a vraiment cette idée-là que ça fait partie de... C'est l'illusion du contrôle, enfin du contrôle, du choix. En fait, on est vécu. On est vécu. Enfin, ça dépend. Il y a différentes façons de le... On est vécu tant qu'on pense être un corps. Oui, tu peux dire je suis vécu. À un moment donné, tu te rends compte que tu es la vie, tu n'es pas vécu. C'est tout la vie, quoi. C'est tes enfants qui disaient ça, qui disaient maman, la vie voit la vie. Oui. Quand je lui expliquais justement ce qu'on disait
pourquoi est-ce qu'on serait là, pourquoi il y a des végétaux, c'était le jeu de la conscience, de se voir elle-même et de se goûter elle-même. Ouais. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit bah alors la vie se regarde elle-même. Et il a 9 ans et il avait compris l'essentiel. Ouais. C'est ça. Mais l'humanité, ça peut être vu comme un seul organisme, tu vois. Donc il peut y avoir des phases, tu vois, comme la crise d'adolescence, ça, des phases un peu plus difficiles, mais ça fait partie du processus, quoi. Et voilà, ça va continuer pour redonner de l'eau au moulin sur les incarnations. Il y a beaucoup de gens qui voient les incarnations passées, mais il n'y en a pas beaucoup qui voient les incarnations futures. Exactement. Et pourtant, on peut les voir aussi. Oui. Quand on est vraiment maintenant, on peut voir les incarnations futures. Donc on peut voir comment ça va être. Qu'il n'y a pas de futur. Ouais, tout à fait. Enfin, tout est maintenant. Tout est maintenant. Ouais. Et donc, il y aura de la technologie. Hein. Allez, je confirme. Donc ça va continuer. On ne va pas s'éteindre comme ça. Enfin, l'humanité ne va pas s'éteindre. Non. Ça fait du bien, non? Le Kali Yoga, il durait encore longtemps? Ça dépend ce que tu appelles longtemps. On va pas trop s'étaler sur les détails, mais oui, effectivement, à ce moment, enfin le moment entre guillemets par Pierre, oui, il y a beaucoup de technologie et l'humain se sera, j'allais dire, aura quitté aussi sa sphère terrestre. Quoi. Enfin, c'est évident, même pour ça, il n'y a pas besoin de. C'est comme ça que ça va se passer, quoi. En fait, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que ça s'expand dans la matière, ça s'expand. C'est comme ça. Tu vois, ça va toujours plus loin et plus complexe. Ouais. Et plus... Ouais. Mais c'est le jeu, mais même les humains le font. Quand ils jouent à un jeu, ils veulent améliorer le personnage, améliorer le truc, ça devient plus complexe. C'est comme si on approfondissait une idée finalement. Ben c'est pour s'amuser. Ouais. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je commençais souvent un dessin simple. Ouais. Et ça, c'est pareil, je m'en suis pas souvenu depuis longtemps, ça me vient comme ça. et en fait, après, je faisais des détails, après des détails dans les détails, et j'allais toujours de plus en plus loin dans la complexité. Et ça m'amusait de faire des trucs où, à un moment donné, il y a plus de noir que de blanc sur la feuille. Tu vois, t'as crayonné à fond, juste pour jouer, à voir l'étendue de la complexité. Parce que c'est juste pour jouer, quoi. Là, vous vouliez dire que l'être humain va aller sur Mars, etc. Ces machins-là, ou bien de science-fiction? Oui, il s'expanse, quoi. Ah, oui, il s'expanse, c'est normal. Mais une civilisation, elle se développe comme ça. Hein, c'est normal, en fait. C'est normal. Est-ce que, puisque tout est conscience, les bandes dessinées, les chansons... Tout ça, c'est souvent quand on écoute, on entend, je veux dire, même dans la chanson la plus débile, finalement, on entend... Enfin, donc on croit être débile en tant que personnage, mais d'un moment, moi je me disais, on ne peut plus présumer de l'absence de conscience partout, en fait, parce que dans chaque chose, on peut entendre quelque chose de l'ordre de la conscience qui se manifeste. Comme une évidence. Voilà, et moi je le vis dans des chansons en ce moment qui me mettent sur le flow, en fait, qui me permettent de suivre le mouvement, mais je me disais, dans les BD, typiquement, Aldébaran, etc., enfin, il parle de ce que vous êtes en train de dire, enfin, je suis pensée. Il y en a plein. Mobius, des gens comme ça, parce que Mobius, il était vraiment le truc complètement, quoi. Mobius, Bilal, enfin, tous ces personnages-là. Voilà, Asimov et tout ça. Ah oui, mais carrément, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut présumer que dans ce futur, les gens on doit le rencontrer bientôt. L'éveil, Comment? Les personnes, tout le monde va réaliser l'éveil. Tout le monde aura réalisé l'éveil? Dans le futur? Le truc, c'est que ça risque de mettre fin au jeu, donc du coup, quoique ça pourrait continuer encore un peu, mais parce que toi tu as réalisé l'éveil, mais tu t'amuses toujours. Oui, c'est vrai. Bah, tu peux pas faire autrement que t'amuser. Donc ça ne mettrait pas fin au jeu pour moi. Il s'amuse parce que nous, on n'a pas réalisé l'éveil. Pour moi, c'est juste une autre variation du jeu. On s'amuse parce que vous croyez que vous n'êtes pas réalisé. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. À un moment donné, ça va arriver, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. Puisque c'est finalement, c'est la finalité, donc c'est normal. Ça va arriver. Voilà. Là aujourd'hui j'ai mis un petit coup parce que comme on a le train tout à l'heure,
Donc, encore une ou deux questions, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le suivant. Et pourquoi faire des satsangs à deux? Est-ce qu'il y a ça apporte quelque chose ou... Comme ça. Comme ça, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait. Ça apporte naturellement. Ils sont bien. Non, mais je sais pas. Parce que... On sait pas nous-mêmes, ça s'est fait comme ça. C'est rare, c'est très rare. C'est ce qu'on nous disait. C'est pas très... Ça m'a interpellé. Enfin, sous cette configuration-là, j'allais dire, oui, effectivement. Ouais. Vous l'avez déjà fait à 3? Une fois. Oui, deux. Une fois. Une seule fois? Moi, une fois. Mais avec... Sébastien Sochard. Alors après, le truc, c'est que si on est trop nombreux, ça commence à devenir un peu compliqué, quoi. C'est ça. Ouais, en plus, ça rentre dans la caméra. Techniquement, il y a ça. Ça s'est fait. Et toi, tu le fais souvent à deux? Oui, c'est vrai que parce qu'il y a... Du coup, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont réalisé aussi. En France, il y en a quand même beaucoup. Hein. On est un pays assez... c'est un peu prolifique. Beaucoup de souffrance. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est lié. Hein. C'est lié. Il devrait faire une carte géographique des méthodes. Après, il y en a qui ne veulent pas forcément... Mais il y en a qui veulent rester vraiment dans la discrétion. Ils ne veulent pas qu'on... Voilà. Mais oui, effectivement, j'avais fait un satsang avec Suyin, tout ça. Et puis, voilà, il y en aura peut-être d'autres. Ce qui est très marrant, c'est que par exemple, des fois, on ne se connaît pas. Enfin, on ne se connaît pas humainement. C'est-à-dire que Suyin, par exemple, avant de faire la satsang, on ne se connaissait pas du tout, quoi. Et en fait, des fois, c'est arrivé en satsang qu'on c'est limite, on dit la phrase en même temps, où l'un pense un truc, l'autre le dit. Enfin bon, c'était comme ça. Il y a même une méditation guidée où quasiment on alterne une phrase chacun notre tour. Le truc impossible si tu veux le calculer. C'est la même présence qui parle. C'est la même présence qui parle et c'est la même présence qui écoute aussi. C'est important de se rappeler. Est-ce que ça sera possible qu'on fasse une petite méditation courte dans la journée? Oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Pour me démarrer. Oui, tout à fait.